OK, je vous remercie. En effet, c'est une conférence sur l'impuissance apprise. Non, j'ai voulu être plus positif. L'antidote à l'impuissance apprise porte un nom, s'appelle l'optimisme appris. C'est un paradigme en psychologie et c'est la première conférence que je fais sur le sujet, même si c'était quelque chose que j'avais évoqué dans Libérer votre cerveau. Alors, au passage, là, c'est un cas, en effet, d'optimisme appris, puisqu'on m'avait dit que c'était pas possible, que cette fiche marchait pas, que derrière, il y avait un petit lutin qui était pas là pour faire tourner ce projecteur. Et au final, juste en rebootant le projo, avec la petite goutte de sueur de la part de l'opérateur, vous voyez que ça a marché. Comme quoi, il faut toujours être positif. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que je m'appelle Idriss en référence à ce monsieur, Idriss Shah, qui était un maître soufi et le mentor de Ahmad Shah Massoud, plus connu sous le nom de commandant Massoud. Il a aussi été le mentor de Doris Lessing, prix Nobel de littérature. Et il a écrit une biographie du commandant Massoud, d'ailleurs un excellent roman qui s'appelle Karakouche, je vous le recommande, un des meilleurs romans que j'ai jamais lu. Doris Lessing elle-même a dit que c'était le meilleur roman de guerre qu'elle ait lu, et vraiment je vous le recommande. C'était un psychologue, vraiment même de métier, puisqu'il a formé les gens à la NASA, sur, ce qu'on appelle le thinking out of the box, et cetera. Ce sont des expressions qui ont été popularisées à son époque, à Stanford, par Robert Ornstein, qui était un de ses collègues. Et Robert Ornstein a travaillé notamment sur, le décloisonnement, les expériences de type split brain aussi, quand on coupe, le faisceau de matière blanche entre les 2 hémisphères. Or, un jour, on lui a demandé en 75, pour l'amour de l'humanité, vraiment s'il y a une seule chose que vous vouliez voir arriver, une seule, ce serait quoi? Et Richard a répondu: «Écoutez, il est à la radio. Si quelqu'un écoute, il est à la radio, il y a au moins 100 000 personnes qui écoutent, c'est sur des ondes très fréquentées et il dit: "Eh bien, moi, ce que j'aimerais voir, ce serait le produit des 50 dernières années de recherche psychologique qui soit vulgarisé pour le public. Que tout le monde puisse connaître ces découvertes psychologiques et que ça devienne vraiment ça fasse partie des modes de pensée naturels des gens. Que tout le monde soit alphabétisé en psychologie, en fait." Pour l'instant, certains mots, certains éléments ont été adoptés par, le public. Par exemple, on parle de lapsus freudien, ou, on parle de complexe d'infériorité. Ces mots ont été acceptés, mais on a tout un tas d'autres grandes découvertes psychologiques qui ne sont pas connues du grand public et simplement, le simple fait de les connaître pourrait libérer la population. Alors il dit ensuite, il y a une histoire soufie à propos d'un homme, qui rentre dans une boutique chez un cordonnier. Et dans cette boutique, il demande au boutiquier: «Est-ce que vous avez du cuir?» Le boutiquier répond: «Oui». «Est-ce que vous avez des clous?» «Oui». «Est-ce que vous avez du fil?» «Oui, en effet». «Est-ce que vous avez une aiguille?» «Oui». «Et ben, alors pourquoi vous vous faites pas vous-même une paire de bottes?» Eh bien, les expériences psychologiques que je vais vous démontrer ici sont de la même nature. C'est-à-dire que je vais vous donner des clous, je vais vous donner de la ficelle, du cuir, des aiguilles et avec les expériences de psychologie que je vais vous décrire aujourd'hui, vous aurez de quoi avoir une culture générale sur l'optimisme appris et sur les découvertes psychologiques qui ont été faites depuis 50 ans, sur la façon dont on peut convaincre un humain qu'il n'est pas capable de faire quelque chose. Alors, vous connaissez sans doute déjà une expérience qui circule énormément sur internet et qui est tout à fait authentique, l'expérience des rats de Richter 1957, ça date, hein. Et c'est la fameuse expérience où Richter, il prend des rats, il les met dans des tubes que vous voyez ici et il les laisse se noyer, mais certains, il les enlève juste avant la noyade et ensuite il les remet et il se rend compte que les rats qui n'ont pas été sauvés se noient en 15 minutes, mais les rats qui ont été sauvés se noient en 60 heures, vont se battre 60 heures. Donc c'est pas 15 minutes, 60 minutes, c'est 15 minutes, 60 heures. Donc là, vraiment, on a quelque chose d'important. Je vous donne vraiment le résumé. Des rats domestiqués et sauvages, pour vraiment être sûr hein, que c'est pas juste des rats de laboratoire, etc., sont placés dans des réservoirs d'eau. Ils nagent 15 minutes avant de se noyer. Si jamais ils sauvent le rat, ils le sèchent, etc., s'il le remet dans le tube, le rat, sachant qu'il a une chance, va se battre pendant 60 heures. Et encore une fois, elle est très connue, cette expérience. Elle a pas mal circulé sur les réseaux. Cela dit, juste pour vérifier, parce que c'est la plus connue de toutes celles que je vais vous donner. Qui la connaissait ici? Levez la main. Vous voyez, une personne sur 5 à peu près. Et ben ça fait partie des expériences dont Idriss Shah avait connaissance et dont il aurait voulu que la population fût informée à très grande échelle. C'est le but de cette conférence. Ensuite, vous avez la grande expérience de Seligman en 67, qui va créer le paradigme de l'impuissance apprise. Alors qu'est-ce qu'il fait Seligman? Il prend des groupes de chiens, vous savez, c'est le conditionnement pavlovien, et il associe un son et une décharge électrique. Vous voyez, le pauvre chien, là, il est
sur un sol qui peut lui envoyer une décharge électrique. Un groupe de chiens aura la possibilité de sauter au-dessus de l'obstacle, de l'autre côté de la cage qui ne sera pas électrifié. Mais vous aurez un groupe de chiens qui va avoir de l'électrification partout. Et ce groupe-là, ça c'était inattendu, Seligman ne s'attendait pas du tout à ce résultat. Quand vous électrifiez toute la cage et que le chien se rend compte qu'il peut absolument rien faire, qu'il va se faire électrocuter où qu'il soit, eh bien il se prostre et quand vous ouvrez la cage, il n'essaye pas de s'enfuir. Il reste dans sa cage, il se dit ça y est, je peux rien faire, impuissance apprise. Même si la cage est ouverte, le chien va rester dans sa cage. Très vieille expérience, là aussi, au regard de la recherche en neurosciences et en psychologie, 67, on a quand même fait beaucoup de découvertes entre-temps, mais cette découverte-là est majeure dans l'histoire de la psychologie. Elle va au-delà des simples notions de conditionnement, parce qu'au départ, on essayait de tester un truc à la Pavlov, vous voyez, on fait un son, on met une décharge électrique, on regarde comment le chien se comporte. Mais dans le conditionnement pavlovien, donc la cloche qui fait saliver le chien quand elle est associée à la nourriture, on se serait attendu à ce que le chien s'échappe pas de la cage, c'est logique. C'est-à-dire, il est conditionné à se prendre une décharge, dès qu'on peut ouvrir, il doit s'en aller. Non, ça c'est inattendu. Il se prostre, il se dit qu'il a aucune chance, et en fait, il internalise la cage. C'est par hasard d'ailleurs si Seligman a été accusé d'avoir travaillé pour la CIA par la suite, hein. Accusations qui se sont révélées être fondées. C'est-à-dire, je ne vais pas jeter l'opprobre sur Seligman parce que les travaux qu'il a fait par la suite sur l'optimisme appris sont vraiment dignes d'intérêt et mériteraient, je ne suis pas là pour le juger, mais en tout cas de racheter quelconque travaux qu'il ait fait pendant la guerre froide. Mais là, vous voyez évidemment l'intérêt, mettre la prison dans la tête de quelqu'un. Et on va voir dans quelle mesure c'est faisable. Donc, au début, l'hypothèse, c'était que l'impuissance apprise était conditionnable, avec une décharge électrique, vous la rentrez, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une impuissance apprise. Mais en fait, en 2016, on a découvert que c'est pas on appelle encore ça l'impuissance apprise, mais en fait, c'est pas vraiment appris, c'est le comportement normal. C'est le cerveau reptilien qui crée le comportement d'impuissance, mais c'est le néocortex, la partie la plus évoluée, si vous voulez, du cerveau, frontale, qui va médier la sortie de l'impuissance apprise. Et ça, c'est découvert tout récemment, vous voyez, 2016. Il a fallu attendre, en fait, des travaux en neurosciences pour essayer de comprendre quels circuits sont impliqués dans l'impuissance apprise, pour comprendre qu'en fait, c'est le noyau dorsal du rafet, donc ça fait partie de ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui provoque l'impuissance apprise, alors que l'optimisme appris, lui, il est médié par le cortex préfrontal, ventromédian en l'occurrence, qui lui est du néocortex, c'est la partie la plus évoluée du cerveau. Ça a des implications très intéressantes, hein. Ça veut dire qu'en quelque sorte, pour simplifier dans une conférence qui va faire 1 heure, qu'on peut s'en sortir et qu'on peut apprendre l'optimisme, alors qu'en fait, c'est plutôt l'impuissance qui est innée. C'est-à-dire que le cerveau est quand même un appareil d'organes très compliqué et l'intelligence est un phénomène qui est difficile à comprendre et à programmer. Vous voyez que les intelligences artificielles, par exemple, les drones de livraison. Un drone de livraison peut se perdre dans la forêt, ça arrive. À Vancouver, ça arrive, on a fait plein de tests. On a des drones de livraison qui se perdent dans la forêt, ils ne savent plus où ils sont. En fait, le cerveau a évolué pour éviter de se perdre et pour éviter de faire des efforts pour rien. Donc le cerveau doit être capable de décider rapidement si ces efforts en valent la peine. Parce que les efforts coûtent de l'énergie. Et là, on parle donc de formations cérébrales qui sont présentes chez les reptiles, pour simplifier. Cerveau reptilien, c'est quand même plus compliqué que ça. On a chez les oiseaux qui sont des reptiles concrètement, hein. Les oiseaux sont des reptiles à plumes pour simplifier évolutivement. Ils ont une autre structure que le néocortex, mais les oiseaux, certains oiseaux sont très très intelligents, les corvidés, les perroquets, etc. Mais c'est une structure, si vous voulez, qui est ancienne dans le cerveau, qui a dû évoluer tôt dans l'histoire de la vie, pour que les premiers cerveaux décident rapidement si un effort vaut la peine ou pas. Et l'impuissance apprise, elle vient de là. Elle vient d'une décision profonde du cerveau qui dit ça n'en vaut pas la peine. Et c'est ça qui fait que le chien se dit je ne peux pas sortir de la cage, ça n'en vaut pas la peine. Pas la peine de dépenser des calories pour ça, ça ne sert à rien. Et ça, c'est une décision qui peut être mauvaise. Le cerveau peut se tromper. Mais il doit décider quand même. Parce qu'en l'occurrence, un drone de livraison, un petit robot de livraison, s'il doit livrer et qu'il est perdu en forêt, il est mort. Quand sa batterie s'épuise, il n'est pas vivant. Mais quand sa batterie s'épuise, c'est l'équivalent d'une mort de faim. Donc, les premiers cerveaux devaient décider très rapidement si un effort en valait la peine ou pas, et c'est ça qui crée l'impuissance apprise. C'est le cerveau qui dit c'est pas la peine d'essayer. Alors ça marche aussi sous hypnose, quand vous arrivez à conditionner quelqu'un sous hypnose en lui disant tu as oublié ton nom, ou bien tu ne pourras pas faire un pas en avant, ou bien ta main est collée à la table. C'est la même chose. C'est des circuits du cerveau qui prennent le dessus, qui disent non, ça sert à rien.
J'ai une information solide qui me dit que ça sert à rien. C'est pas que vous pouvez pas physiquement le faire, c'est que vous avez des parties de votre cerveau qui vous disent: «J'ai décidé que ça ne servait à rien, perds pas ton énergie là-dedans». Évidemment, c'est surprenant quand on voit quelqu'un sous hypnose, la main collée à la table. Mais en fait, c'est ça le phénomène. Donc la bonne nouvelle, c'est que la réaction d'impuissance est un mode biologique par défaut, mais la réaction d'optimisme, elle est apprenable. En gros, on peut guérir de l'impuissance apprise. Bah, c'est tout le sujet de cette conférence. Alors, on a l'expérience des macaques de Harlow, 58, très intéressante aussi. Bon, ils sont tout mimi. On les prive de leur maman. On se rend compte immédiatement qu'ils ont des problèmes quand on les prive de leur maman. Automutilation, dépression, prostration. Et quand on leur donne une maman de substitution, à l'époque, vous aviez des paradigmes psychologiques encore vieux jeu qui pensaient que la relation maternelle chez l'animal, c'était essentiellement la nourriture. Et donc, Arlo a essayé, a fait 2 mamans. Il a fait une maman en fil de fer, qui a juste du lait et une qui est plus confortable avec des serviettes et cetera, plus rassurante et il s'est rendu compte que même la maman qui avait du lait, le singe allait téter sur cette fausse maman, mais revenait ensuite sur celle qui pouvait le réconforter. Il découvre bien que l'isolement mène certains bébés, enfin la plupart des bébés macaques à la prostration, voire au suicide en fait par refus de s'alimenter. Quand on met une mère artificielle, le bébé macaque se sent empowered, empouvoiré, disent les Québécois. Il réagira mieux au stress. Si on met un jouet qui couine, qui lui fait peur dans sa cage, il va le confronter parce il se sent empouvoiré, donc il a le pouvoir de sa maman à côté de lui, il a plus confiance en lui, il va confronter le jouet qui couine et il va se battre même contre lui, mais ça c'est seulement s'il a sa maman, sa fausse maman, à côté. Et d'une façon générale, les macaques qui ont eu la fausse maman, par rapport à ceux qui n'en ont pas eu du tout, vont mieux réagir au stress, aux agressions, et vont être plus optimistes dans les tâches de résolution de problèmes. Nature de l'amour. C'était provocateur parce qu'à l'époque, vous aviez certains psychologues qui disaient l'amour, ça n'existe pas. Dans le conditionnement opérant, on n'a que le conditionnement ou pas le conditionnement et c'est tout. Mais l'idée qu'il y eut un câblage intrinsèque chez le rhésus, alors attention, c'est des macaques, quand même des animaux avec justement un cortex plus évolué, mais tout de même. Ensuite, l'expérience des rats de Weiss, alors là, on va davantage dans l'impuissance apprise telle qu'on la connaît, c'est-à-dire que on met des rats dans des cages, ils prennent une décharge électrique, mais il y en a un qui peut l'enlever si jamais il fait tourner la roue. Donc ça ressemble à ça, il a une roue en face de lui. S'il fait tourner la roue, il se prendra pas une décharge électrique. Celui d'à côté, par contre, la décharge électrique s'arrêtera à cause du premier. Il est connecté à la cage du premier, c'est-à-dire que celui d'à côté, il n'est pas maître de ce qui lui arrive. Et il va vite s'en rendre compte. Qui bouge la roue ou qui bouge pas la roue, c'est l'autre rat qui décide. Ce qu'il ne sait pas, évidemment, les deux cages ne sont pas visibles l'une à l'autre. Donc ça veut dire que le rat 2, lui, il est stressé et il n'a pas contrôle sur son stresseur. Et le rat 3, c'est le témoin qui mesure juste le stress, si vous voulez, d'être dans une cage. Il faut quand même le mesurer, celui-là, pour être sûr qu'on a bien fait. Parce que pour un rat, être dans une cage comme ça, c'est stressant de base. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mesurent, et c'est une mesure très précise, hein. Ils mesurent les ulcères à l'estomac du rat. Donc ils regardent à quel point le rat est ulcéré. Et ils voient que, évidemment, en jaune, c'est le rat qui n'a pas de choc électrique. OK. Donc on va regarder d'abord sur le fait de pouvoir contrôler la décharge électrique. En jaune, le rat qui a pas de décharge électrique, il a un petit niveau d'ulcération. Donc ce que vous voyez sur l'axe des Y, c'est en millimètres les lésions gastriques. Donc c'est vraiment une mesure. Et il est quand même un peu ulcéré parce qu'il est dans une cage. OK. Le rat qui peut contrôler le choc est 2 fois moins ulcéré que le rat qui ne peut pas le contrôler. OK. Alors que le rat qui peut pas le contrôler, il est choqué au même niveau. On est d'accord, il a le même nombre de décharges, hein. C'est pas la quantité d'électricité qui l'ulcère, c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler ce qui lui arrive. Ça l'ulcère. Pareil donc, quand vous faites de la prévisibilité, cette fois, c'est pas la roue qui contrôle, mais c'est simplement vous avez une petite alerte et vous savez quand vous allez être électrocuté. Pareil, le rat qui sait est beaucoup moins ulcéré que le rat qui ne sait pas, qui se fait ça par surprise. Alors au passage, là, je vous ai parlé d'expériences sur les animaux. Bon, moi au début, quand j'étais étudiant, évidemment, tout le monde s'en foutait, hein. Honnêtement, moi j'ai voulu faire des neurosciences théoriques et in silico parce que ça me gonflait de décapiter des souris et que le premier stage qu'on m'a offert, c'était un singe en pleine vivisection en Belgique et ça aurait été 6 mois dans une salle sans fenêtre avec un macaque rhésus avec un truc dans la tête et le regard vide. Et honnêtement, ça m'a pas branché, donc j'ai arrêté. Donc je fais juste ce petit passage.
Parce qu'en Russie, vous avez cette statue qui célèbre le sacrifice des souris de laboratoire. Donc cette statue est visible à Novosibirsk, une petite souris qui est en train de coudre un brin d'ADN pour remercier tous les animaux qui ont donné leur vie pour la science. Cette histoire donc des mers, évidemment, pour les macaques notamment, l'expérience de Harlow, bah, elle m'évoque une des dingueries qu'on a eues pendant certaines pertes de rationalité à l'époque Covid, où il était interdit de visiter un patient mourant. Et donc, il y a certaines infirmières qui ont eu l'intelligence quand même de mettre un gant avec de l'eau chaude pendant que le patient passait dans l'au-delà pour pas qu'il se sente tout seul. On en a été là à un moment donné dans l'humanité. Je pense que ça s'étudiera aussi. Mais c'est pas idiot, puisque l'expérience de Harlow a démontré que chez le macaque rhésus, ça avait un résultat réel. Vous avez toute une théorie après, alors là, on n'est plus dans la neuropsychologie, on est vraiment dans le folklore, mais c'est pas inintelligent. Vous avez tout un tas de gens en gestion, en management, en coaching, qui vous diront que certains grands leaders tiennent leur pouvoir de leur maman et tiennent leur succès de leur maman. Et qu'ils vous citeront souvent comme exemple Cristiano Ronaldo, qui est vraiment entièrement dédié à sa mère, et Elon Musk, entre autres. Je pourrais vous citer Alexandre le Grand, etc. Enfin, ce sont en effet des personnes qui ont connu un succès très particulier, accompagnées par leur mère qui leur disait: «Tu vas y arriver, tu es le meilleur», et cetera. Je vous parle pas évidemment de la mère de Picasso, là c'est peut-être aller un peu trop loin, mais elle lui disait bien sûr, «Si tu fais l'armée, tu seras général, si tu deviens médecin, tu auras le prix Nobel», et cetera. Enfin ça stimule en effet la can-do attitude bien sûr, hein. Donc l'optimisme a pris, le contraire de l'impuissance a prise. Et c'est même, en fait, il y a un côté contagieux à la négativité comme à l'optimisme. Facebook avait découvert ça. Quand vous stimulez des gens avec des histoires négatives, ils vont être négatifs eux-mêmes. Donc imaginez des nouvelles négatives, voilà, des informations. Ça a été fait par Facebook. C'est une expérience très controversée parce que sur le plan déontologique, ça pouvait se discuter. Mais bon, après ce qu'a révélé Edward Snowden, honnêtement, je vais pas attaquer Meta pour ça, parce que Snowden a démontré que la NSA espionnait nos conversations. Ça, c'est très grave, violation de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là, ils ont juste manipulé le flux d'informations sur Facebook pour mettre des nouvelles négatives à des gens. N égale 689 003, donc 689 000 personnes, c'est Facebook, hein. 689 000 personnes à qui ils ont mis des nouvelles négatives. Et ils ont étudié si ces personnes postaient davantage de nouvelles négatives. Aux surprises, oui, il y a ce qu'on appelle une contagion émotionnelle. Quand on vous a stimulé avec des nouvelles pourries, vous allez davantage diffuser des nouvelles pourries. Je ne pourrais pas vous dire, hein, en tant que neuropsychologue, dans quelle mesure ça a causé des accidents de voiture, ou dans quelle mesure ça a pu contribuer à ce qu'un type sorte son fusil à pompe parce qu'on lui a rayé sa voiture. Ouais. C'est un peu comme un cochon tirelire, les moments de craquage, quoi, hein. C'est-à-dire que vous avez un niveau de frustration, c'est ce que disait Idrisha. D'ailleurs, si la violence est le résultat de sensations de frustration, eh bien, on devrait identifier ces sensations de frustration avant qu'elles n'atteignent la chair. Bah, quelqu'un qui sort son fusil à pompe parce qu'on lui a rayé sa voiture aux États-Unis, fait divers classique, ça s'est pas fait en une fois. Ouais, c'est même pas une vanne malheureusement, mais et là, c'est bon. Mais en fait, c'est pas arrivé en une fois. C'est quelque chose qui s'accumule, un niveau de frustration qui s'accumule et au bout d'un moment, tout sort. Peut-être sur un échantillon aussi grand, 689 000, c'est plus que la population de Bordeaux, pas toute la métropole, mais je peux pas vous dire dans quelle mesure, et les expérimentateurs eux-mêmes pourront pas vous dire dans quelle mesure ça a peut-être provoqué des accidents de voiture, fait que des maris battent leurs femmes ou leurs enfants, j'en sais rien. Bon. Quoi qu'il en soit, cette expérience a démontré qu'en effet, il existait une contagion émotionnelle et bien sûr, Michel Djelan en a tiré un livre positif en disant: «Bah oui, mais du coup, on pourrait aussi diffuser l'optimisme, le bonheur, plutôt que les nouvelles négatives», et d'ailleurs, c'est déjà ce que pensait Johan Galtung, le fondateur du journalisme de paix, qui avait démontré qu'on pouvait désamorcer certains conflits dans la presse, en diffusant le point de vue personnel des 2 camps. Donc, dans un conflit, si on arrivait à faire des histoires personnelles, je vais vous donner un exemple très concret. Il y avait un journal, vous savez, les journaux de compagnie aérienne. Je ne sais plus laquelle c'était, ça devait être Swedish, Scandinavian Airlines. Et ils avaient fait un article, parce que Johan Galtung est ou suédois ou norvégien, je ne sais plus. Ils avaient fait un article sur un propriétaire de restaurant juif à Jérusalem qui fait moitié prix si un musulman et un juif mangent ensemble. Voilà. Donc toute sa carte est à moitié prix si un juif et un musulman se mettent à la même table et partagent le repas.
Voilà. Ce genre de nouvelles, il faut aller la chercher dans le Scandinavian Airlines, voilà. Peut-être que si elle était davantage diffusée, bien sûr, c'est pas faut pas être angélique, c'est pas juste une nouvelle, mais il y a ce qu'on appelle l'acupuncture urbaine en urbanisme. Donc c'est ce qu'avait découvert Jaime Lerner. Par exemple, il avait découvert que quand, vous organisez le ramassage des ordures dans les favelas, au lieu d'envoyer la police, vous leur dites, vous descendez 3 cajots d'ordures, on vous donne un cajot de légumes, eh bien ça réduit la criminalité à l'échelle de la ville entière. Si vous décorez une favela avec des couleurs vives, ça réduit la criminalité à l'échelle de la ville entière. Acupuncture urbaine. Donc, c'est pas complètement idiot, on devrait le faire davantage. La mauvaise nouvelle, c'est que on est accro aux mauvaises nouvelles. Notre cerveau a il y a la petite pulsion d'adrénaline, et cetera. Notre cerveau a une addiction inconsciente aux mauvaises nouvelles. Donc, un journal qui pratiquerait le journalisme de paix se vendrait moins bien. Bon, on peut peut-être trouver des solutions, parce que s'il y a des vies en jeu, ça vaudrait peut-être le coup quand même de se pencher là-dessus. Donc, impuissance reptilienne contre stoïcisme cognitif, c'est ça un peu la simplification, c'est-à-dire, je vous ai dit, c'est les noyaux du rafé pour l'impuissance apprise, qui du coup n'est pas vraiment apprise, comme je l'ai dit, elle est innée, c'est un système qui décide tôt dans le cerveau, ça n'en vaut pas la peine, garde tes calories pour plus tard. Par contre, c'est du néocortex pour la décision de sortir de l'impuissance apprise. Alors, on a un cas très concret, qui n'est pas un cas de recherche en neuropsychologie, mais qui vraiment mérite illustration. C'est le cas de Joe Cicipio versus Terry Anderson. Alors Joe Cicipio, qui c'est? C'est un Américain qui a été pris en otage au Liban pendant la crise des otages. Il a été pris en otage 5 ans. Donc 5 ans, essentiellement menotté à un radiateur avec, évidemment pas de clim et vous bougez pas, vous n'avez pas de promenade ni rien. Le seul moment où vous vous levez, c'est pour aller aux toilettes. OK? Il est sorti, 0 séquelles. Les psychologues qui l'ont étudié fait: «Mais ce mec, c'est un père de famille normal, on dirait qu'il vient d'emmener ses enfants à l'école. Il a aucune séquelle, le type». Qu'est-ce qu'il a fait? Alors déjà, il a complètement pardonné, c'est-à-dire il avait 0 aigreur vis-à-vis des personnes qui l'ont capturé. 0. Pas de haine, pas de violence. Si jamais il avait eu un flingue en main, il aurait même pas envisagé de leur tirer dessus. Il est sorti, le type est déjà complètement libéré. Je suis sorti, très bien. J'ai pas perdu 5 ans de ma vie, c'est pas horrible, je suis pas traumatisé, non. Bon. Ensuite, il avait une routine où il s'imaginait tous les jours dans une ferme, en train de traire ses vaches et il visualisait ça vraiment d'une façon très précise. Dans une certaine mesure, comme c'était enseigné, vous savez, aux commandos, et cetera, pour ce qu'on appelle le SERE, Survival Evasion, et cetera, l'évasion quand vous êtes pris en otage et que vous êtes un membre des forces spéciales. C'est aussi d'ailleurs, si vous avez connu Danny Trejo, un grand acteur. Danny Trejo, c'est un personnage remarquable, c'est Machete, mexicain qui joue Machete. Danny Trejo, il a failli être condamné à mort, il a eu une sorte de révélation divine, la grâce s'est abattue sur lui et le type son dossier a été classé, il est sorti, il n'a plus jamais touché à la drogue et il explique comment, quand il était en prison avec un cas particulier qui est monsieur Manson, de la Manson Family, il avait expliqué Manson aurait pu être thérapeute s'il n'avait pas été complètement fou. Parce qu'il était très bon en désaddiction par reproduction du geste. C'est-à-dire, Manson, en prison, était capable, et il a fait ça à Danny Trejo, de lui dire: «Visualise, tu es en train de te faire un fixe d'héroïne. Tu vois la cuillère, tu vois le briquet, tu es en train de tirer dedans, tu es en train de te mettre l'aiguille dans la veine, tu sens le high». Et du coup, il avait l'effet sans être piqué. Et ça, ce sont des méthodes de désaddiction, hein, qui sont moins utilisées aujourd'hui parce c'est un tour de main du pâtissier, c'est des méthodes qui sont difficiles à reproduire. Mais elles sont encore utilisées dans pas mal de pays. Et, et ben en fait, ce qu'a fait Cicipio, c'était ça, mais pour une ferme. Donc imagine, tu vas traire Marguerite, tu vois le lait qui coule, tu vois le soleil qui se lève, tu entends le chant des oiseaux. Enfin, vraiment, le type se plongeait là-dedans. Et du coup, il a vécu 5 ans de captivité extrême, 0 stress. Son co-captif, malheureusement, ça a été plus compliqué. Donc, John Cicipio a écrit Des chaînes aux roses, où il explique, voilà, comment il a été 5 ans otage, et cetera. Mais un autre des captifs, avec lui, Terry Anderson, lui a été traumatisé à vie, a obtenu une compensation de 26 millions de dollars, mais a quand même dépensé excessivement et s'est retrouvé en faillite personnelle 7 ans plus tard. Ça, ce sont des comportements que vous voyez assez typiquement dans des cas ou d'addiction ou de traumatisme ou de mélange des 2, difficulté à gérer ses finances.
Et Terry Anderson, qui n'est plus parmi nous, il est décédé il y a quelques années, n'avait évidemment pas appliqué les méthodes de Chishipyo. Donc là, c'est quand même une leçon très intéressante. On a quelqu'un qui est dans une des pires situations psychologiques possibles, qui aurait pu être utilisé pour briser quelqu'un, et il en est sorti comme une lettre à la poste. Alors, on peut évidemment mettre ça en perspective de la fameuse citation de Swami Vivekananda, le grand maître hindouiste, qui est venu, c'est lui qui a introduit le yoga en Occident. La popularité du yoga, c'est à lui qu'elle est due. Il est allé aux États-Unis à la fin du 19e siècle, faire une série de conférences. Son éloquence a été très remarquée à une époque où on pensait que l'Inde, c'était une sorte de sous-colonie britannique qui parlait très mal anglais. Et lui était très éloquent en anglais. Il a rencontré Mark Twain, Nikola Tesla et William James, le père fondateur de la psychologie expérimentale moderne. William James, grand monsieur. Donc c'est pour ça que ça fait sens de le citer dans une conférence de neuropsychologie, parce que William James, vraiment un des pères fondateurs de la psychologie moderne, ne tarissait pas d'admiration pour Swami Vivekananda. Et Vivekananda a dit: l'esprit n'est pas une poubelle dans laquelle vous gardez la colère, la haine et la jalousie. C'est une boîte à trésors dans laquelle vous devriez garder uniquement vos souvenirs les plus joyeux et les plus positifs. Ce qui est recommandé dans beaucoup de traditions orientales au moment de la mort, se concentrer sur les souvenirs les plus positifs de sa vie. C'est une sagesse populaire qui vient de l'hindouisme et du bouddhisme notamment, que vous retrouvez dans le soufisme aussi d'ailleurs, mais qui a percolé jusqu'à Harry Potter, l'histoire des détraqueurs. Hein. Vous avez ces espèces de trucs, parce que J.K. Rowling était dépressive même sur le plan clinique. Et l'histoire des détraqueurs dans Harry Potter qui aspirent tous vos bons souvenirs et qui font que vous n'arrivez qu'à avoir des souvenirs négatifs, ça s'appelle la rumination en neuropsychologie. Et comment on chasse les détraqueurs dans Harry Potter? On invoque un patronus. Comment on invoque un patronus? En se concentrant sur la plus belle, le plus beau souvenir de sa vie. Ça, ce sont des choses qui en fait font partie des pratiques recommandées dans l'hindouisme, le bouddhisme et le soufisme. Donc cette impuissance apprise, elle était aussi enseignée typiquement chez les preneurs d'otages qui ont un otage qui doit bouger. Quand vous avez un otage qui doit bouger, il a plein d'opportunités de s'échapper. Typiquement, les FARC dans la jungle, vous devez tout le temps bouger parce que vous êtes un groupe révolutionnaire clandestin, vous ne pouvez pas installer une prison avec un emplacement GPS. Donc la prison doit être dans la tête de l'otage. Donc les FARC ou les groupes d'extrême droite, c'est pas un jugement, hein, vous avez des kidnappeurs de droite, de gauche, il n'y a pas de problème. Mais les kidnappeurs dans la jungle, en particulier dans le Darién, une des zones les plus dangereuses du monde, la frontière entre le Panama et la Colombie, quand ils ont des otages, ils les mettent à genoux et leur font répéter solo, solo, soy solo, solo toute la journée. D'accord? Pour que ça rentre bien, je suis seul, je n'ai pas la moindre chance de m'en sortir. Et quand vous en êtes à votre millième jour, les yeux bandés, à genoux, à répéter je suis seul, il est envisageable que ça pénètre un peu votre subconscient. Ouais. Mais bon, il y a des méthodes qui sont enseignées dans différentes écoles de survie, de commando ou autres pour dépasser ça justement. Et c'était de se penser faible. Ça, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, en islam, fort, c'est un nom divin. Hein. Al-Qawi, hein, c'est un nom divin. Donc, c'est considéré comme un nom sacré. La force est un attribut du divin. Et pour Vivekananda, très clairement, un des premiers péchés les plus fondamentaux, c'est de se croire faible. Et là, vraiment, il l'a répété des tonnes de fois. Il dit, voilà, ce que vous allez penser de vous, vous allez finir par le devenir. Si vous vous pensez faible, vous allez devenir faible. Si vous vous pensez fort, vous allez devenir fort. Et surtout très important de la part d'un hindouiste, vous savez, beaucoup d'hindouistes, parce que vous savez, il y a toujours la différence entre le cultuel, le culturel, le folklorique et le religieux. C'est ce qu'explique très bien la scène du Parrain 3 où vous avez le pape qui représente Jean-Paul Ier, qui va mourir dans des circonstances très troubles au Vatican dans l'affaire de la banque ambrosienne. Vous avez cette scène où le pape prend une pierre dans une fontaine et dit: regardez, mes fidèles sont comme cette pierre. Ils baignent dans le christianisme depuis 2000 ans, mais ça n'a pas pénétré. Donc vous avez de la décoration, vous avez du folklore, mais si je casse la pierre, elle est sèche. Alors vous voyez le personnage du pape qui prend la pierre de la fontaine, qui dit: cette pierre est dans cette fontaine depuis très longtemps, mais si je la casse, vous verrez, l'intérieur est sec. Il dit: malheureusement, beaucoup de mes fidèles sont comme ça n'a pas pénétré. Pour Vivekananda, il y a un truc qui, pour, disons, les fidèles hindouistes pour qui ça n'a pas pénétré, serait un blasphème. Là, il parle de Dieu. Techniquement, l'hindouisme est polythéiste.
Bon, les grands gourous hindous vous diront: «Non, c'est monothéiste». On a, oui, on a des formes, des manifestations comme Ganesh, comme comme Hanuman et cetera. On a des manifestations pour le fidèle, vous comprenez, c'est une religion qui a 4000 ans, donc forcément, il fallait créer quelques concessions pour la pratique cultuelle quotidienne. Mais, les grands gourous indiens vous disent tous qu'en réalité, l'hindouisme est un monothéisme. Bah, si on part de ce principe-là, il vous dit clairement: «Vous ne pouvez croire en Dieu si vous ne croyez en vous-même». Point. Voilà. Si parce que Dieu est en vous, donc vous ne pourrez pas croire en Dieu si vous ne croyez pas en vous-même. Je fais vraiment ces parallèles spirituels, je vous les impose pas, attention, je vous demande pas d'y croire ou de pas y croire, hein, c'est anthropologique pour l'instant. Mais comme je vous l'ai dit, William James avait vraiment une admiration très particulière pour Vivekananda, donc je voulais faire ce petit point de recul. Parce que regardez, et ça c'est plus sociologique que religieux, croire en les autres, en fait, c'est plutôt simple. Bah oui, regardez le nombre d'arnaques fondamentalement qu'il y a tous les jours. Ça prouve bien que c'est facile de croire en les autres. Croire en soi-même, c'est le vrai défi. Ça, c'est vraiment dur. Donc, de ce point de vue-là, ça vous pose l'impuissance apprise comme un enjeu spirituel. Vous inquiétez pas, ça sera publié, hein, cette conf donc, OK. Donc parlons maintenant du remède à l'impuissance apprise. L'optimisme appris, learned optimism. Parce qu'en fait, on continue à dire learned helplessness pour l'impuissance apprise, mais comme je vous l'ai dit, en réalité, on devrait dire l'impuissance induite, comme en hypnose, c'est une induction, d'accord? Parce qu'elle n'est pas vraiment apprise. Apprise, c'est le néocortex. Et c'est pas le néocortex qui médit l'impuissance apprise, c'est, pour simplifier, le cerveau reptilien. Donc on devrait l'appeler l'impuissance induite plutôt que l'impuissance apprise. Mais sur Internet, vous ne trouverez pas le terme impuissance induite, c'est pour ça que je vous ai mis ce terme. Alors Idriss Shah parlait aussi du fameux effet Bannister. Qu'est-ce que c'est que l'effet Bannister? Roger Bannister court le mile, voilà merci, le mile en moins de 4 minutes, après la guerre. Tout le monde disait que c'était impossible. Voilà, que c'était vraiment pas possible de courir un mile en moins de 4 minutes. Les médecins, les scientifiques disaient: «Ce n'est pas possible» et il a dit lui-même, j'y croyais à tel point que c'est des figures d'autorité, c'est des médecins, ils sont en blouse blanche les mecs, on va quand même les écouter. Et bien il disait à tel point que quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai cru que j'étais mort. Je me suis dit vraiment, je me suis touché, je me suis pincé parce que j'ai cru que j'étais mort. J'avais couru le mile en moins de 4 minutes, j'étais donc forcément mort. Et donc l'effet Bannister, c'est quoi? C'est qu'à peine 46, jours plus tard, John Landy va courir le mile en moins de 4 minutes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et attention, on ne parle pas de la génération d'Éthiopiens, d'Érythréens, qui s'entraînent en haute altitude, qui ont du sang comme de la pâte à crêpes, avec une hématocrite ultra élevée, et cetera. On n'était pas au max possible, quoi, et qui courent pieds nus, parce que quand vous avez un tendon d'Achille, très renforcé, vous emmagasinez plus d'élasticité à chaque foulée et c'est pour ça que vous aviez des marathoniens qui avaient les pieds très musclés et qui pouvaient, courir, enfin qui avaient des meilleures performances en courant pieds nus. Donc on n'était pas du tout sur l'optimum d'endurance, pas du tout. Et bah, on a un autre monsieur d'Occident qui s'appelle John Landy qui 46 jours plus tard le fait. Donc Idriss Shah pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est leur nutrition qui a changé? Est-ce que c'est leur entraînement qui a changé en 46 jours? Non, c'est le blocage intellectuel. Le premier suspect, c'est de se dire qu'il savait que c'était possible. À partir de là, bah, ses performances ont augmenté. Bah, il y a tout un tas d'expériences qui démontrent que c'est en effet comme ça que ça fonctionne. Alors, en matière d'athlétisme, on a plein de phénomènes comme ça. Le 100 mètres en moins de 10 secondes. Mesdames, d'ailleurs, ça reste une limite pour les femmes. Donc, le 100 mètres en moins de 10 secondes, et moi je pense que de mon vivant, ça va être battu. Je suis quasiment certain qu'une femme va passer le 100 mètres en moins de 10 secondes de mon vivant. Ça, je pense que c'est oui, voilà, bon, sans dopage évidemment, mais après il y a des façons, en effet, voilà, ceux qui s'entraînent en haute altitude, et cetera. Bon, mais c'était même assez marrant d'ailleurs de voir que dans le 100 mètres homme, détenteur du record, l'a fait en souriant. Le mec, il y a la fameuse photo, on le voit, il rigole. Enfin, les autres derrière sont en PLS, ils donnent tout ce qu'ils peuvent et tout et lui, il est là, il rigole, même il se retourne pour les regarder, il voit qu'il est à 2 foulées devant eux et Usain Bolt, c'est assez impressionnant de voir qu'il fait ça par plaisir, le mec. Donc le 100 mètres en moins de 10 secondes, en tout cas, c'était une limite aussi, pareil, réputée infranchissable. 68, Jim Hines. Et ensuite, il a été répliqué dans le monde entier quelques mois plus tard. C'est ça qui est fou. Vraiment, on a, pouf, d'un coup, plein de gens, on le sait, que c'est possible. Donc ça a été répliqué. Vous avez eu le marathon à moins de 2 heures aussi. Alors ça, c'est assez nouveau. Ça a été passé en 2019. C'est pas des conditions olympiques. Il y avait des conditions un peu différentes. Mais on a eu un impact, ça a eu un impact très significatif sur le marathon homologué. C'est-à-dire que les résultats des marathons officiels se sont améliorés peu de temps après que quelqu'un ait réussi à courir un marathon en moins de 2 heures. 2019, hein. On est,
D'ailleurs, si, vous avez des amis que ça intéresse ou des enfants ou des neveux, que sais-je, qui voudraient se lancer dans une carrière athlétique, il y a vraiment, aujourd'hui, tout un tas de gens qui pensent qu'on pourrait complètement révolutionner le 100 mètres. Vous avez comme ça des pratiques athlétiques qui étaient pas considérées forcément comme jolies, mais qui donnaient de meilleurs résultats. Par exemple, au basket, c'est démontré, en biomécanique du sport, que la meilleure façon de tirer un panier, c'est ce qu'on appelle le granny shot, comme une grand-mère, c'est-à-dire vous le prenez comme ça. Voilà. Si, c'est démontré en biologie que c'est le granny shot qui est clairement la meilleure façon de tirer un panier. Mais personne va le faire parce qu'à la NBA, tout le monde vous regarde, etc. Mais c'est physiquement la meilleure façon de tirer un panier. Et bien sûr, pour les sauts en hauteur, vous avez eu le fameux Fosbury flop. On l'appelait un flop parce que c'était pas élégant. Le saut en hauteur, avant, on le passait en ciseaux, c'est-à-dire qu'on mettait une jambe et l'autre était entraîné. Mais quand Dick Fosbury a décidé de passer par le dos et de tomber sur le dos sur le tapis, il a fait donc un flop. C'était inélégant, sauf qu'il a explosé le record. Et ben, en 100 mètres, vous avez deux questions aujourd'hui, enfin trois même, trois sujets. Soit vous avez le courir sur la pointe des pieds, ça donnerait plus d'énergie élastique à chaque foulée, mais ça nécessiterait un entraînement majeur du tendon d'Achille avec la consommation de collagène, etc. Le courir sur la pointe des pieds, le courir en apnée, puisqu'on perd de l'énergie à respirer, alors que c'est que 100 mètres, c'est 9 secondes, on peut tout à fait retenir sa respiration pendant 9 secondes, même en courant à fond. Donc le courir en apnée, et certains disent même le courir à quatre pattes. Parce que on est en train, les courbes de sport disent qu'en fait, le moment où la courbe à quatre pattes pourrait passer la courbe à deux pattes est peut-être dans 30 ans. Parce que les animaux qui courent vite, ils courent à quatre pattes. Alors certes, il y a l'autruche, etc. Petit contre-exemple, mais les champions de vitesse, c'est quatre pattes. Le guépard, typiquement. Et en effet, il y a cette question. Nous, on a évolué comme bipède pour plein de raisons. L'endurance, le fait de voir loin dans la savane, c'était très intéressant. Mais pour courir vite, si le but, c'est vraiment de casser la barre des 9 secondes, par exemple, peut-être que dans 30 ans, ce sera quelqu'un soit qui courra sur la pointe des pieds sans respirer, ou à quatre pattes, ou à quatre pattes sans respirer, qui pourra battre ce record. Alors, un des sujets sur l'impuissance apprise, bien sûr, c'est la conformité. Et ça, la conformité, ça arrive chez tous les organismes sociaux. Le cas des macareux est assez intéressant. On avait essayé de rediriger leur migration. Et donc, pour rediriger leur migration, on avait planté des petits macareux en bois ou en polystyrène. Et les macareux moines sont très sociaux comme animaux. Et donc, quand on est un animal social, on cherche à être adéquat au groupe. Donc, à faire comme le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'allait pas s'amuser à mettre des macareux en plastique avec deux pattes. Donc, on les a mis qu'avec une patte. Et du coup, les macareux qui sont arrivés se sont dit, c'est normal, il faut faire ça. Et ils ont adopté le comportement de se tenir sur une seule patte. Voilà. Donc, imaginez si ça marche sur un macareux qui a un cerveau tout de même un peu moins développé que le nôtre, même si chez certaines personnes, on peut légitimement se poser la question. Dites-vous bien que ça marche chez l'humain aussi, que la conformité peut être transmise de cette manière. Alors l'impuissance apprise, donc induite, là je mets le terme qui est plus exact, l'impuissance induite, elle a été confirmée chez l'humain. Moi je vous avais juste montré bien sûr les chiens, Seligman, quand on électrifie toute la cage et que le chien se rend compte qu'il ne peut pas s'échapper, il se prostre et il s'échappe pas même quand on ouvre sa cage. Bah, chez l'humain, on n'a pas utilisé des décharges électriques, on n'est pas des bêtes, on a utilisé des sons forts. Et en fait, quand vous agressez quelqu'un avec des sons forts, il va performer moins bien ensuite à un test. Et là, il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites. Par exemple, vous demandez à la personne de résoudre un test cognitif pour aller arrêter le son. Et là, vous voyez que si jamais c'est quelqu'un qui a déjà été agressé par les sons, il performera moins bien à ce test cognitif des anagrammes, souvent. Trouver des anagrammes. Si vous avez trouvé un bon anagramme, le son s'arrête. Bah, si vous mettez quelqu'un qui n'a pas été agressé, il va performer correctement. Si vous mettez quelqu'un qui a été agressé par des sons forts, il va moins performer à ces tests d'anagramme. Donc l'exposition à un bruit incontrôlable, ça réduit carrément l'élan cognitif, c'est-à-dire que vous êtes moins enclin à même essayer de résoudre le problème. Donc, et j'insiste, l'élan cognitif, parce que très souvent, enfin tout le temps à l'école, on ne sait pas faire la différence entre l'élan cognitif et l'intelligence. Et je connais des cas très particuliers. Vous avez des élèves qui rendent des copies blanches parce qu'ils les ont faites dans leur tête, et vous avez leurs profs qui vont dire bah, il est nul, cet élève est bête. Alors qu'en fait, il a juste fait le test dans sa tête et qu'il a aucune volition, aucune volonté de l'écrire. Il voit pas l'intérêt. Et l'école va vous dire le type est idiot.
Donc, je fais toujours très attention à ça parce que l'école fait pas la différence entre une mauvaise note par impuissance apprise, qui peut arriver aussi, ou une mauvaise note juste parce qu'on n'a pas envie, qu'on voit pas la motivation de faire l'examen. On peut le faire cognitivement, mais on n'a pas la motivation de le rendre. Et il y a tout un tas de phénomènes de cette nature, ils sont rares, mais ils existent. Donc, l'exposition à un bruit incontrôlable réduit l'élan cognitif, c'est-à-dire la volonté d'essayer. Vous avez les capacités cognitives de résoudre le problème, mais votre cerveau vous dit ça sert à rien. Et l'exposition à des bruits aléatoires réduit les performances dans des tests. Bon, si vraiment, évidemment, vous demandez à quelqu'un de faire un test écrit, si vous lui balancez des bruits agressifs, il va être moins performant, mais pas à cause de son attention, de sa distraction, vraiment à cause d'un phénomène d'impuissance apprise. Un autre phénomène, c'est l'effet Pygmalion. Celui-là, il mérite vraiment qu'on s'y arrête parce que tout le monde devrait le connaître. Tout le monde devrait connaître l'effet Pygmalion. Il devrait être enseigné à tous les profs, il devrait faire partie du CAPES en France et de l'agrégation. Évidemment, il ne fait pas partie de l'agrégation. Alors, à l'agrégation, il n'y a pas de cours de pédagogie. Donc, comme ça, c'est réglé. Eh bien, en fait, Maria Montessori disait à ses élèves qui allaient devenir profs, abstenez-vous même de penser du mal de vos élèves, même d'en penser. C'est pas de la télépathie, hein, c'est votre langage corporel va le montrer. Vous serez les bras ballants. Ah, mon petit Kevin, qu'est-ce que tu veux? Papa était idiot en maths, donc toi, tu le seras aussi. Non, il faut surtout pas faire ça. L'effet Pygmalion démontre que quand on pense d'avance qu'un candidat est bon, il le devient. Et alors, on a plein d'expériences de ça. Je vais vous donner les 3 plus importants. Rosenthal et Jacobson, c'est les premiers à le démontrer en 68. Enfin, à le démontrer en neuropsychologie. J'imagine que plein de profs le savaient avant. Mais eux l'ont démontré dans un setup expérimental. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à des profs, on a fait un groupe d'élèves au potentiel. C'est des génies, ces élèves. Franchement, on leur a fait passer un test. C'est des brutes épaisses, vous allez voir, c'est des dingues. Bon. Et ils laissent ces élèves ensuite 1 an avec les profs face à une autre classe où ils n'ont rien dit. C'est la classe contrôle. Eh bien, ça rate pas. Au bout d'1 an, évidemment, les 2 classes ont progressé, mais la classe des élèves super géniaux TGV, elle a progressé très significativement plus que la classe des élèves normaux. Eh bien, Rosenthal et Jacobson vont voir les profs et leur disent, on a fait les groupes au pif. Ils n'ont jamais passé de test. On a juste essayé de vous convaincre qu'ils étaient bons. On leur a dit, parce que vous, évidemment, les tests, ça vous parle, donc on vous a dit qu'ils ont passé des tests et qu'ils sont d'excellents test takers, mais en fait, non, on a fait ça au pif. Alors, il a fallu la répliquer, cette expérience. Donc, vous avez Rosenthal à nouveau et Fudd. Alors, c'était avant ça. Ils disent à des étudiants, ils avaient testé chez les rats. Ils veulent vérifier que l'effet Pygmalion marche chez les rats. Donc, ils disent à des étudiants qui vont être laborantins, dans ce test-là, on a un petit groupe de rats. Franchement, ces rats-là, c'est du prix Nobel en puissance. Ils vont sortir du labyrinthe plus vite que les autres. Eh bien, en effet, et on est d'accord que les rats ne comprennent pas le langage humain. Eh ben, en effet, le fait que les expérimentateurs s'attendent à ce que ces rats soient plus intelligents et sortent du labyrinthe plus vite, fait que ces rats vont sortir des labyrinthes plus vite. Donc l'effet Pygmalion, il vaut même chez le rat, bien sûr, chez le chien, chez le chat, etc. Chez le dauphin, ce que vous voulez. Chez les perroquets, les corvidés. Mais Eden et Shani donc, ont fait une grande étude sur l'armée israélienne. Ils forment un groupe d'appelés au hasard dans l'armée israélienne avec tous les appelés qu'ils avaient. Et ils leur disent que cet appelé-là, c'est des génies. C'est les meilleurs et tout. Et là, pareil, ça rate pas. Ce groupe performe mieux alors que le groupe a été fait au pif. Et encore une fois, pourquoi l'armée? Parce que vous avez des très gros échantillons là, et vous pouvez les suivre sur 2 ans. Donc avec là, on parle de peut-être, je sais pas moi, 2000, 3000 personnes. Je me rappelle plus du nombre qui a été testé, mais c'est dans ces eaux-là pour être sûr que ça marche à grande échelle et ça rate pas. Si vous dites à l'examinateur que le type est un génie, eh ben il va partir du principe que c'est un génie, même s'il le suit pendant 1 an, 2 ans. Donc l'effet Pygmalion. Alors Charis Nixon, elle a vraiment popularisé l'impuissance apprise en montrant que ça pouvait aller super vite, mais vraiment super vite. L'expérience qu'elle a popularisée au monde, c'est celle-ci. Elle donne à ses élèves des anagrammes. La plupart des élèves de la classe ont les anagrammes de gauche à faire. D'accord? Et elle demande aux élèves, donc ils reçoivent une copie avec marqué ces anagrammes, trouvez les anagrammes à ces mots. Quand vous avez trouvé, levez la main. OK? Et donc les élèves sont comme ça, mais il y a 3 élèves dans la classe qui n'ont pas cette copie, qui ont celle-là. Alors là, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'anagramme à Whirlpool et à Leprechaun en anglais, OK? Mais, juste pour être sûr, et c'est pas votre langue natale, hein. Bon, c'est quoi bat? Tab, OK. Melon, lemon, cinérama, OK, américain. Vous aviez déjà vu mes confs? Ouais.
Bon, mais sinon, en moyenne, même pour un non-natif, ça prend 30 secondes, quoi. Mais encore une fois, dans une salle, il y a des gens qui vont même pas essayer. Pourquoi? Parce qu'ils disent: «Ça sert à rien, qu'est-ce que je m'en fous? Il y a bien un type dans la salle qui va le trouver». Ça veut pas dire que vous êtes bête. Je partirai pas du principe qu'un type est bête parce qu'il a même pas essayé de faire cette analyse. Dire: Quel est l'intérêt?» C'est normal, vous voyez? Le problème, c'est qu'à l'école, vous avez des élèves qui sont comme ça et on les diagnostique idiots. Ça, c'est un souci. Donc, bah, les élèves, ils ont ça. Donc en 20 secondes, parce qu'eux, ils sont natifs américains, Cinérama américaine, ça saute aux yeux, boum, ils lèvent la main. Et les 3 pauvres élèves qui ont ça comme copie, ah mais ils sont vraiment en PLS là aussi. Parce qu'ils se disent: «Mais c'est pas possible, je suis con, enfin je mérite pas d'être dans cette classe. Je suis entouré de gens significativement plus intelligents que moi». Là, vous avez une douleur physique, vraiment. C'est: «Je ne suis pas adéquate», d'accord? «Je ne mérite pas d'être dans cette salle». Vous voyez? C'est sale, hein, ça fait très, très mal, hein. Et évidemment, ça rate pas, il rate celui-là. C'est ça l'impuissance apprise. C'est que celui-là, il est faisable, mais vous avez 2 conditions. Une où vous prenez de l'élan. Vous remarquez que celui-là est très simple, un peu plus compliqué, un peu plus compliqué. Vous avez de l'élan, OK? Celui-là, d'entrée de jeu, vous prenez un mur. Et ben, en fait, ce principe de l'élan cognitif, mais il est majeur et c'est pour ça que mon père, par exemple, me disait toujours: «Idriss, ne révise jamais tes maths dans un bouquin français. Jamais». Lui, il avait étudié à Alger, ensuite en France, il a fait un doctorat de maths. Il m'a dit: «Moi, quand je révisais les maths, c'était bouquin russe ou bouquin américain. Bouquin soviétique, bon, alors à Alger, il y avait beaucoup de bouquins soviétiques ou bouquins américains. Surtout pas un bouquin français». Pourquoi? Que le bouquin français, il est là pour vous montrer qu'il est plus intelligent que vous. Donc il vous piège, premier chapitre, premier exercice, sans pitié, boum, haha, il y avait un piège, t'es trop nul. Non mais vraiment, si vous voulez avoir une image de merde de vous-même, révisez dans un bouquin qui vous fait préparer Normal Sup ou Centrale, français. Faites ça. Si vous voulez par contre vous sentir, vous dire que vous êtes des génies, révisez dans un Chaume, la série Chaume des Britanniques, des Américains pardon, ou les bouquins soviétiques, bon maintenant c'est plus dur à trouver. Eux, ils vous prennent par la main, chapitre 1, exercice 1, combien font 1 plus 1? Sans déconner, hein. Vraiment, si vous êtes sur un bouquin d'analyse complexe comme ça, qui va jusqu'à l'hypothèse de Riemann, ça commence par combien font 1 plus 1? Oh bravo! Dora l'exploratrice, tu as trouvé de c'est bien. Le bouquin français, il est là pour sélectionner uniquement les mecs qui vont survivre à son abus psychologique, OK? Et qui vont ensuite faire une prépa ou une grande école. Donc le reste, on vous le dégage. Et c'est pour ça qu'en France, qui est censé être un pays égalitaire, on n'a pas de classe moyenne en maths, hein, c'est ce que les tests PISA démontrent amplement. On a des très bons, pas de problème. On a des Laforgue, des Villani, pas de souci, hein. Mais des Vandelin-Werner et cetera. Mais ensuite, les tests PISA, ils montrent qu'on est en dessous de la République tchèque, bon, qui est plutôt un bon pays, mais qu'on est en dessous des pays qui sont à la traîne en Europe. Donc on n'a pas de classe moyenne, en fait. C'est assez marrant de voir que, de ce point de vue-là, on a des inégalités, qui sont comparables à celles du monde capitaliste, mais dans le monde cognitif. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe là, d'ailleurs, mais c'est Leprechaun. OK, alors voyons d'autres parce qu'en fait, Charis Nixon, quand elle a fait ça, elle s'appuyait sur des expériences plus anciennes, mais elle les a popularisées de cette manière, parce que là, vous comprenez comment on peut induire l'impuissance apprise en 15 minutes dans une salle. Comment on peut convaincre un élève qu'il est con en 15 minutes. Comment son cerveau peut lui dire: «Tu ne peux pas faire ça», alors qu'en fait, cognitivement, il le peut. Il a complètement les capacités cognitives pour le faire. Alors les premiers à l'avoir découvert dans le monde occidental, c'était Dweck et Repucci en 73. Quand on donne des examens impossibles à des élèves, eh ben, les élèves échouent à des examens de leur niveau. Si avant de donner un examen de leur niveau à des élèves, vous leur donnez un truc impossible, ils vont foirer parce que leur cerveau va leur dire: «N'essaye même pas». Donc lui, pareil, il montre que, quand on conditionne les élèves sur un plus grand nombre d'élèves et avec, une plus grande durée, quand on conditionne les élèves sur des examens impossibles, eh ben, c'est comme s'ils devenaient bêtes. Mais en fait, ils sont pas bêtes. C'est juste leur cerveau reptilien qui leur dit: «Ça sert à rien. Ça sert à rien, je ne dépense pas ton énergie là-dedans. Ça sert à rien». Mais ils sont pas cognitivement bêtes. Par contre, l'école, surtout à l'époque, fera pas la différence. Ah, ils sont bêtes. Ah, ils ont pas rendu la feuille, ils sont bêtes. Alors il y a cette légende, mais c'est plutôt authentique en fait. Parce que, vous voyez, si on part du principe que l'impuissance apprise existe, qu'elle est reptilienne, on doit se dire que le principe d'encourager sa descendance, bah, il doit exister chez d'autres animaux. Et en fait, les gardiens de zoo observent souvent que les lions
encouragent leurs lionceaux à les mordre et crient très fort quand les lionceaux les mordent. Dire: «Ah, tu es un grand chasseur, mon fils», et cetera. Et ça a été confirmé. Donc ça a pas mal tourné sur internet, mais c'est confirmé. Alors c'est le Smithsonian qui, le Smithsonian National Zoo nous le confirme, le College of Biological Science de l'université du Minnesota, puis tout un tas de gardiens de zoo, le savent qu'en effet, c'est un comportement assez classique pour encourager le petit lionceau à faire ses premiers pas, dans un univers où il va être apex predator, où il sera au sommet de la chaîne alimentaire. Alors évidemment, l'impuissance apprise, vous imaginez bien que, ça va vraiment se construire soit sur les minorités, soit sur les cas de ségrégation, soit bien sûr dans les cas de misogynie. Donc là, je vous ai montré un exemple qui est très intéressant, c'est le bouquin Black Like Me de John Howard Griffin, un journaliste, américain. Et vous voyez, c'est assez grossier quand même. Enfin, il s'est mis du cirage sur la peau, le mec. Il a pris des pilules autobronzantes, il s'est crêpé les cheveux, il a essayé de se faire passer pour noir dans le sud ségrégationniste des États-Unis, après la fin des lois ségrégationnistes. Et il a bien sûr observé que les gens le traitaient complètement différemment. Il a documenté dans son bouquin comment des gens qui le connaissaient, parce que évidemment le but c'était vraiment qu'on ne le reconnaisse pas, et ça a marché. Eh bien, comment des gens qui le connaissaient le traitaient complètement différemment, et surtout après il s'est intéressé à dans quelle mesure vivre dans un environnement où vous avez des stéréotypes raciaux sur tel ou tel groupe de population va avoir une influence sur leur impuissance apprise. Et ça, évidemment, dans l'histoire, alors là, vous en avez eu des groupes ségrégés, c'est pas ça qui manque, hein. D'ailleurs, le mot esclave, en fait, en anglais, slave, ça vient de slave. Donc, dans Mein Kampf, les Slaves sont de la sous-race, mais en fait, pour les Romains déjà, les viviers d'esclaves, parce que pour les Romains, les esclaves, c'était de toutes les couleurs, il y a pas de problème, hein. Les Romains, ils esclavagisaient tout le monde. C'était égale opportunité pour eux, pas de problème. Où qu'ils aillent, ils prenaient, la Gaule, là, typiquement, ils ont fait 1 million d'esclaves. Quand César va en Gaule, il bute 1 million de personnes, il esclavage un autre million, il esclavagise un autre million, et il y avait 3 millions d'habitants à l'époque. Donc, vraiment, le mec, il a fait place nette, quoi. Mais évidemment, l'endroit où on pouvait le mieux le documenter, c'était, dans les États-Unis ségrégationnistes, parce qu'on avait à la fois des très bons chercheurs en psycho et une société raciste. Donc, Jane Elliott en 68, elle fait le c'est le 68, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est la mort de Martin Luther King. Donc elle dit à ses élèves: «Est-ce que vous voulez tester le racisme?» Et donc 8-9 ans, 3rd grade, et elle leur dit: «Très bien, à partir de maintenant, tous ceux qui ont les yeux bleus, vous allez là, tous ceux qui ont pas les yeux bleus, vous allez là. Et première journée, les yeux bleus, vous êtes la crème de l'humanité, vous êtes les meilleurs, vous êtes intrinsèquement plus intelligents, les études génétiques le démontrent». Elle leur donne un petit foulard, ils ont le droit à un 2e dessert à la cantine, ils ont une salle de sport à part. En une journée, leur niveau de mathématiques a augmenté. Ensuite, elle inverse. Des élèves qui ont été traités comme de la merde, elle leur dit: «Vous êtes les meilleurs», et cetera. Eh ben, c'est les yeux bleus dont le niveau baisse la même journée, et c'est les yeux pas bleus dont le niveau augmente. Donc ça s'appelle l'expérience des yeux bleus par Jane Elliott. Elle serait interdite par les comités d'éthique aujourd'hui, mais elle nous illumine à quel point on peut transformer vraiment, parce que c'est un mélange d'effets Pygmalion, de racisme, d'impuissance apprise, et cetera. Lewis en 66, la fameuse étude Lavida, où là, il étudie la communauté portoricaine et il démontre que l'impuissance apprise est devenue sociologique. Que c'est vraiment, et alors ça, pour le rompre, il vous faut vraiment des figures, des symboles. Genre un entrepreneur qui a réussi, un grand footballeur, un prix Nobel, quelque chose comme ça. Parce que là, vraiment, le résultat de la fameuse étude Labida, qui est enseignée maintenant dans tous les manuels, c'est que dans la communauté portoricaine, l'impuissance apprise, elle est devenue, alors il l'appelait pas encore comme ça, puisque c'est Seligman 67 pour le terme, mais c'est vraiment le résultat, c'est que c'était devenu systémique. C'est-à-dire que vraiment, il y avait cette idée: «Tu es portoricain, tu vas pas y arriver, quoi». Et style 95, alors c'est très, très grave ça, des étudiants afro-américains performent moins bien à un test écrit, juste quand on leur rappelle qu'ils sont afro-américains. On leur dit pas: «Vous êtes bêtes». On leur dit pas, on leur dit: «Si vous devez mettre votre race avant». Ça m'a toujours frappé parce qu'aux États-Unis, il y a race. Le vrai terme, c'est ethnie, hein, mais je me suis fait voler mon vélo quand j'étais à Stanford, j'ai une vie très excitante, et c'est le policier, vraiment la caricature du policier américain, la quarantaine, quasi obèse, et il est noir, il me demande ma race. Je savais pas quoi lui répondre. Vraiment, et à la fin, il m'a fait cocher caucasien. D'accord. Ce qui techniquement, j'ai un grand-père italien, donc oui, why not? Mais je veux dire, puis même les Italiens, quand ils se font appeler caucasien, ils te disent: «Ça veut dire quoi caucasien?» Bon bref, ça c'est les joies des statistiques raciales. Mais
C'est présent chez eux, bien sûr. Donc là, style en 95, ils demandent juste aux étudiants afro-américains, il leur met juste un test où il y a juste avant spécifié votre race, et ben là, ils performent moins bien et c'est tout. C'est pas un truc de fou ça? Et évidemment, vous l'avez dans la misogynie, des femmes performent moins bien à un test de maths si on leur dit avant que les femmes sont mauvaises en maths. Mais là, il faut quand même leur dire que les femmes sont mauvaises en maths. J'ai pas, à ma connaissance, de test où, on leur demande juste, «Rappelez votre sexe», avant sur la copie. Faudrait voir ce que ça donne en effet. Je saurais pas vous dire. Heu, mais en tout cas, si vous dites oui, si avant vous dites aux femmes: «Vous savez, les femmes sont moins bonnes en maths», et ben, pif paf pouf, vous avez par rapport au groupe contrôle à qui on n'a pas dit ça et qui sont des femmes aussi, performance inférieure. Donc c'est internalisé le truc. Et ben, tout ça, il y a des paradigmes qui sont opposés. On appelle ça l'auto-efficacité ou l'optimisme appris. Donc il y a ce bouquin de Seligman, L'optimisme appris, qui est le bouquin de référence, où là, il vous parlera de tous les tests qu'il a fait, et cetera, et c'est vraiment le fondateur du paradigme de l'impuissance apprise. Donc le bouquin, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais ça, c'est le bouquin de référence sur la question de l'optimisme appris. Donc en 77 déjà, Bandura, qui est à Stanford, c'est un immense, psychologue. Il montre déjà que si vous arrivez à convaincre un patient qu'il peut contrôler sa phobie, des araignées, des chiens, des serpents, eh ben, il va avoir de meilleurs résultats pour de vrai, pour contrôler sa phobie. Alors ça semble évident, vite, attendez, si tu dis à ton patient: «Tu peux le faire», il va être meilleur. Bah oui, mais en science, il faut tester. Et ben là, le résultat est sans appel. Quand Bandura convainc ses patients qu'ils peuvent contrôler sa phobie en faisant des exercices, en disant: «Tu vois, ça marche, tu vois, là, tu t'en es mieux sorti. Tu vois, là, quand je t'ai mis l'araignée en peluche ou j'en sais rien, tu as mieux réagi, donc tu es en train de prendre le contrôle sur ta phobie». Et ben, en effet, les sujets qui ont vécu ce conditionnement préalable ont de bien meilleurs résultats sur le contrôle de leur phobie. Il appelle ça l'auto-efficacité. L'auto-efficacité. Et d'ailleurs, il démontrera plus tard, dans une autre expérience, pas en 77, que l'auto-efficacité est associée à de meilleures décisions d'entreprise. Ça paraît bizarre, attention, ça ne veut pas dire que le manager sale con, arrogant, etc. Non, mais quand vous avez, c'est-à-dire souvent, quand vous êtes un sale con arrogant, c'est plutôt par complexe d'infériorité, hein. Je caricature, mais souvent, c'est pas de l'auto-efficacité. C'est pas une conscience précise de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Dweck en 71, les étudiants, quand vous les félicitez pour leurs efforts plutôt que pour leur identité innée, c'est-à-dire vous leur dites pas que tu es né intelligent. Si vous félicitez les étudiants, pas pour leur QI, mais pour leurs efforts, ils vont mieux performer. Et ils vont devenir plus résilients, plus persistants et plus performants. C'est ce que Dweck a appelé l'état d'esprit de croissance, le growth mindset, l'état d'esprit de croissance. C'est-à-dire que ça donne de meilleurs résultats si vous dites aux étudiants qu'ils ont travaillé. Pourquoi? Parce que ils comprennent que c'est quelque chose sur lequel ils ont un recours, comme les rats dans la cage. Quand ils se rendent compte, vous avez vu, les rats étaient moins ulcérés quand ils se rendent compte qu'en faisant bouger la roue, ils n'auront pas de décharge électrique. Quand ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir un impact sur leur environnement, que ça dépend d'eux, parce que si c'est l'intelligence innée, c'est inné, ça ne dépend pas de vous. Si c'est inné, l'étudiant, ça ne va pas le motiver. Mais si c'est acquis, ça va le motiver. On a eu d'autres cas aussi, on a démontré que les pensionnaires d'EHPAD, les pensionnaires de maisons de retraite, leur pension est beaucoup plus agréable et leur santé est bien meilleure à la hauteur des éléments de leur environnement qu'ils peuvent contrôler. Donc si vous créez dans une maison de retraite des situations où il y a des choses que le pensionnaire ou la pensionnaire peut contrôler, arroser des plantes, aider quelqu'un, et cetera, vous avez une augmentation du bien-être des pensionnaires. Et ça, c'est toujours pas enseigné, dans les gestions d'EHPAD en France, et cetera. C'est une étude qui date des années 70 aussi. Je crois que c'est Dweck d'ailleurs, il faudrait vérifier, mais c'est une étude complètement connue et elle est toujours pas enseignée aujourd'hui dans les systèmes de maisons de retraite, alors que les populations vieillissent, donc on en aura de plus en plus et donc c'est des études qu'on devrait diffuser. Seligman donc en 91, c'est là qu'il crée vraiment le paradigme de l'optimisme appris, montre que entraîner des sujets à analyser leurs échecs en disant que vraiment en voyant leurs échecs comme des choses précises, donc limitées, spécifiques et surtout temporaires, mais jamais personnelles. Pas j'ai échoué à cause de mon trauma avec mon père, pas j'ai échoué parce que j'ai peur des chiens ou j'ai échoué parce que j'ai peur des maths. Mais non, c'était un cas spécifique. Tu as échoué sur ce problème d'une fonction ou d'une équation du second degré. C'est un truc précis et c'était à une heure précise. Et Seligman se rend compte que quand il dit aux gens, quand il entraîne les gens qui échouent, qui ont des échecs, tout le monde a des échecs, quand il entraîne les gens qui ont des échecs à
décrire leurs échecs comme précis, spécifiques et temporaires, alors ils ont de meilleures performances. Et il appelle ça l'attributional style training. Et les élèves ou les sujets qui ont ça comme entraînement sont plus persévérants, résilients et heureux. Heureux en général. Donc énorme découverte qui est décrite dans le bouquin. Donc en conclusion, on en revient gnoti seauton nosce te ipsum. Oui, le C en latin, ça se prononce que. On croyait souvent que c'était. Il y a des lettres muettes. Il n'y a pas de lettres muettes en latin. Parce que le latin, c'est une langue gravée. Quand vous gravez une lettre, le concept de lettre muette, ça ne vous parle pas. Donc, oui, c'est tout con, mais voilà. Parce qu'en français, on a plein de lettres muettes parce que le français a évolué à une époque où les copistes étaient payés à la lettre. Donc, rajouter un petit ENT qui va bien par rapport à l'italien où on prononce toutes les lettres. Le français s'est complexifié, notamment parce que les copistes étaient payés à la lettre. C'est pas une blague, hein, c'est pour de vrai. Il y avait deux raisons. Il y avait la raison classe qui était que ça montre l'étymologie. Par exemple, puits, un puits, c'est écrit P-U-I-T-S. Ça vient du latin pitus. Donc on voit l'étymologie, c'est super. Mais l'autre raison, en fait, c'était que voilà, la facture U-I-T-S, merci. Voilà. Bon, les latins étaient moins cons. Le latin est une langue extrêmement concise. De toute façon, il suffit de regarder. Hein, quand vous traduisez une Bible du latin au français, vous la faites doubler de volume. Hein. Jules César, Weni, Widi, Wiki. Oui, ça se prononçait Wiki, on dit Wichi, mais en fait c'était Wiki. Weni, Widi, Wiki. En français, comment on le traduit? Donc Weni, Widi, Wiki. 3. Je suis venu. Je, apostrophe, ai vu. J'ai vaincu. 9 mots contre 3 mots en latin. C'est tout con, mais ça peut avoir un impact sur une civilisation entière. Ton impuissance apprise, c'est que ton cerveau reptilien peut te mettre dans tes situations, mais que tu as toutes les armes de ton côté parce que tu as ton néocortex, et surtout, il est amplement démontré en psycho, que ce soit l'expérience de conformité de H ou d'autres, quand les sujets savent que cette expérience existe, ils exhibent moins le phénomène. Ils sont moins sensibles à l'effet. Quand vous avez des gens qui savent déjà, qui ont une culture psychologique, ils sont moins sensibles à ces biais, c'est démontré dans tous les sens. C'est bien pour ça qu'Idriss Shah disait « Ce que j'aimerais voir dans le monde, ce serait que tout le monde ait cette culture générale de la psychologie. Ça libérerait les gens de leur chaîne et de leur biais cognitif. » Donc, je vais terminer sur Idriss Shah à nouveau, qui était là en train de raconter des histoires soufis à ses enfants. Il nous disait « Écoutez, on ne peut pas apprendre de quelqu'un dont on se méfie, de quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Ok ? Mais je rappelle que d'après la philosophie, on doit apprendre de nous-mêmes. Donc, il faut se faire confiance. On ne peut pas apprendre de nous-mêmes si on ne se fait pas confiance. Si vous mélangez... Merci, je me suis entraîné avant et tout. Ça t'en va un peu, non? C'est bon. Si vous mélangez le gnoti seauton et Idriss Shah, et cette phrase-là, ça veut dire qu'il faut, pour philosopher, apprendre à se faire confiance. Mais pas de façon pathologique, hein, pas une correction d'arrogance, etc. Et puis surtout, il nous souligne bien que l'humain, qu'il le sache ou pas, croit à quelqu'un, fait confiance à quelqu'un ou à quelque chose chaque moment de la journée. J'ai pris l'ascenseur pour venir. J'ai fait confiance au type qui l'a contrôlé. Il y avait ma vie dans cet ascenseur. J'avais 0 niveau de stress, 0 niveau d'ulcération comme les pauvres souris. Parce que j'ai confiance. Je suis dans une société qui marche, je peux subodorer que le mec qui contrôle l'ascenseur a fait son travail et qu'on lui a pas juste filé un petit billet pour pas qu'il le fasse et que je vais pas mourir en prenant l'ascenseur, ni en traversant la route, ni le contrôle technique du Uber qui m'a amené ici, etc., etc. Bon, des fois, il y a des petites défaillances comme le projecteur ou les... Mais on fait confiance à quelqu'un où qu'on aille. Donc, le problème, c'est que la personne qu'on va fréquenter toute notre vie, c'est qui? C'est nous-mêmes. Donc, j'arrive à faire confiance à l'ascenseur, j'arrive à faire confiance même au projecteur, parce que j'étais pas non plus méga stressé, je pense que ça va. Mais est-ce que je me fais confiance à moi? C'est ça le paradigme de l'optimisme appris, en fait. Et juste rapidement, parce que vous avez eu des cas comme ça brutaux, ça c'est le père de Rockefeller. Alors, un escroc notoire, le père de Rockefeller, du fondateur. Mais vraiment, ah non, mais l'escroc total, il avait double vie, 2 familles, changé de nom, il vendait des faux médicaments et tout. Et il disait, il en était très fier, il disait, j'arnaque mes enfants tout le temps. Dès que je peux, je les arnaque pour que ça rentre. Par exemple, le fameux, vous êtes sur une estrade, vas-y, saute. Et après, il le laisse tomber par terre.
Ah, il a fait ça à JDR, le fondateur de la dynastie Rockefeller. C'est son fils. Il lui a fait ça. Vraiment, il le documente, il dit dans sa biographie, oui, un jour, papa m'a dit, vas-y, saute. Et une fois que j'étais par terre en sang, et il m'a dit, voilà, c'est pour que tu retiennes que tu dois faire confiance à personne. Et du coup, Rockefeller, il a fait beaucoup confiance à lui, par contre. Et ça lui a plutôt réussi. Dans les affaires, bien sûr, je ne demande pas de devenir comme lui, hein, mais il y a ce phénomène que lui, il était dans une situation de trauma telle qu'il s'est dit, il n'y a que à moi que je peux faire confiance. Cela dit, vous avez le cas, bien sûr, Scarface. I trust me, vous savez, dans le dollar, normalement, c'est in God we trust, hein. Donc là, c'est I trust me. Mais non, mais là, c'est le contre-exemple parfait. Pourquoi? Parce qu'il est cocaïnomane, le mec. D'accord? Vous pouvez pas vous faire confiance en vous, vous pouvez pas croire en vous sous cocaïne. C'est pas possible. La cocaïne, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle libère de la dopamine. Elle dit au corps, t'as bien fait. T'as fait la bonne chose. La dopamine, normalement, elle est là pour renforcer un comportement. Quand vous apprenez à faire un créneau, si vous avez fait le créneau correctement, votre cerveau libère de la dopamine. Quand vous jouez à un jeu vidéo, si jamais vous avez fait le saut correctement, vous êtes sur Super Mario, vous faites le saut, vous atterrissez au bon endroit, vous ne mourrez pas, le cerveau libère de la dopamine. Si jamais vous mourrez, le cerveau capture la dopamine, c'est déprimant. Ok. La cocaïne libère de la dopamine tout le temps. Ce qui fait que quelqu'un qui est sous coke pense qu'il a tout bien fait. Si vous faites ça pour un trader, c'est une catastrophe. Et c'est ce qu'on voit assez régulièrement. Je pourrais prendre d'autres cas, mais je vais m'arrêter là. Donc voilà, je veux dire, le I trust me là, non, en fait, il se trust pas du tout. C'est la cocaïne qui trust concrètement. Mais s'il avait vraiment foi en lui, bon, c'est un personnage de fiction, mais on va le prendre comme un paradigme. Vous savez que Jung aimait bien ça. Donc retenez, on ne peut pas apprendre des gens dont on se méfie. Donc, apprenons à ne pas nous méfier de nous-mêmes. Je vous remercie. Alors, c'est une question qui me taraude et que je développe dans Libérer votre cerveau et qui m'a valu plein d'amis. Donc, je répète la question, comment l'école, qui aujourd'hui est factuellement à l'opposé de l'optimisme appris, pourrait, en effet, déjà, on pourrait la reformuler cette question de façon moins polémique, en tout cas, libérer les gens. Après tout, la République, c'est liberté, égalité, fraternité. À l'école, il n'y a pas beaucoup de liberté, il n'y a pas d'égalité non plus techniquement, et la fraternité, en tout cas, travailler en groupe, ça s'appelle tricher. Donc, je suis pas certain que, voilà, bon. Mais il faut comprendre d'où vient l'école, ok? L'école, dans le cas français, elle vient vraiment d'une question de rapport de force. Et on le voit aussi au Japon. Tous les pays qui se sont industrialisés vite, la plupart, et peut-être quelques contre-exemples, mais la plupart des pays qui se sont industrialisés vite ont acquis un système éducatif brutal, spartiate, violent. Le système japonais avec un taux de suicide super élevé, le système coréen avec un taux de suicide super élevé, le système chinois avec un taux de suicide super élevé, le système français, dans les grandes écoles françaises, vous avez un taux de suicide très élevé, et à Polytechnique, vous avez le record du nombre de viols sur des campus maintenant rapporté à la police. Ça a été rapporté par Le Parisien. Donc on a un problème, on ne peut pas appeler ça un système sain. Ok. Pourquoi? Parce que l'épanouissement, on s'en contrefout. Si vous créez un système éducatif qui est là pour une raison de domination, c'est-à-dire, dans le cas japonais, le Japon se rend compte que s'il ne s'industrialise pas, il va devenir comme la Chine. Il va devenir un pays colonisé. Okay. Donc s'il n'a pas des machines à vapeur, des trains, des usines, des banques, il va être colonisé. Donc il se dit, pour faire tourner les trains, les machines à vapeur, les usines, il faut quoi? Des élèves qui peuvent faire tourner les trains, les machines à vapeur. Mais ils ne vont pas les faire tourner pour leur bonheur. Ils vont les faire tourner pour que le pays ne puisse pas être colonisé, pour que le pays soit puissant. Quand on a un système éducatif dont la motivation profonde est la puissance plutôt que l'épanouissement, on a ça. Et on s'en fout d'avoir, par exemple, dans le cas des mathématiques en France, pas de classe moyenne. Ce qui est choquant dans un pays qui est censé être égalitariste comme la France. De voir les résultats PISA en maths en France, c'est choquant. Et de se dire qu'en même temps, on est le pays au monde, ou un des pays au monde qui a le plus de médailles Fields. Donc c'est un peu comme au Brésil, où il y a autant de milliardaires, et où dans les favelas, le rêve, c'est d'emmener sa copine au McDo pour la Saint-Valentin. Il y a un problème. Le Brésil, c'est un des coefficients de Gini les plus élevés au monde. Le coefficient de Gini, c'est l'inégalité. C'est ce qui mesure les inégalités. On n'a pas fait de coefficient de Gini éducatif. Mais si on en faisait un, la France serait très, très mal placée. Parce que c'est très bien que la France ait des médailles Fields, mais c'est très mal qu'elle n'ait pas de classe moyenne en maths, tel que les tests PISA le démontrent. Pourquoi? Parce que si votre système éducatif est basé sur la puissance, une fois que vous avez les ingénieurs que vous voulez, vous vous en foutez complètement des autres.
Les autres élèves, vous avez votre quota d'ingénieurs, vous avez votre quota de médaillés Fields, vous avez votre quota d'énarques ou de ministrables, etc. Mais l'épanouissement des autres, c'est pas votre problème. À partir du moment où le pays est puissant par votre système éducatif japonais, chinois, coréen, il n'est pas là pour vous épanouir, ce système. En aucun cas. Vous avez des pays dont le système éducatif est basé sur l'épanouissement. La Finlande, l'Islande, dans une certaine mesure la Suisse. La Suisse qui n'a pas de ministère, il n'y a pas de ministère d'éducation nationale en Suisse. C'est une prérogative cantonale, parce qu'il n'y a pas de raison politique à l'éducation. Et ainsi, en France, l'éducation, c'est pour centraliser. Il fallait que tout le monde parle français. Et oui, parce que vous aviez le breton, le basque, l'occitan, le corse, et puis après les colonies. Alors il fallait qu'on puisse dire nos ancêtres les Gaulois, de Cayenne à Pointe-à-Pitre en passant par Biennois. Et donc, Jules Ferry a été très très clair. Jules Ferry, père de l'école, mais aussi père du colonialisme français. C'est pas un hasard, en fait. Ça, l'un a déteint sur l'autre. Et il n'a pas déteint par idéologie, il a déteint par réalité sociologique. C'est-à-dire, on va former un système éducatif pyramidal centralisé, avec ce que Péguy appellera les hussards noirs de la République, un terme que vous trouverez jamais en Suisse, ou même en Espagne, ou même en Finlande, parce qu'il fallait centraliser l'éducation. Ah, voilà, vaste programme. J'ai tenté de l'évoquer dans Libérer votre cerveau, j'ai vu les réactions que ça a provoquées. Maintenant, si vous voulez regarder, enfin, c'est ce que disait même Warren Buffett, il disait « Montrez-moi où sont les incitations, et je vous montrerai les résultats ». Par exemple, on demandait à Buffett pourquoi il y a autant de dettes aux États-Unis. Il disait « Mais moi, je peux régler la dette demain. Je vais juste passer une loi qui dit que tant qu'il y a du déficit dans le budget américain, la totalité des députés et des sénateurs ne peuvent se représenter. » Il dit « Ben voilà, vous faites ça, et je vous assure qu'en 3-4 mandats, vous n'aurez plus de dette. » Warren Buffett, sa fameuse phrase « Montrez-moi où est l'incitation, je vous montrerai où est le résultat ». Pas où est l'intention, pas où est la déclaration. En politique, on s'arrête à l'intention et aux déclarations. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'incitation. Le système éducatif français incite-t-il à l'épanouissement de ses profs et des élèves? Non. Il n'y aurait pas autant de suicides de part et d'autre, aussi bien chez les profs que chez les élèves. Est-ce qu'il a été construit comme ça pour ça? Non. Bon, bah, faudrait le construire autour de ça. Alors, madame d'abord, et La ensuite. volonté de manipuler les populations. Donc, je vais reposer la question. Est-ce qu'il a été démontré que l'impuissance apprise a pu être corrélée avec une volonté de manipuler les populations? Et là, la réponse est sans la moindre ambiguïté. Oui, bien sûr, puisque ce sont des bourses liées notamment au Pentagone qui ont permis de découvrir, de faire toutes ces découvertes. Donc, c'est pas du tout un hasard, en effet. Encore une fois, Seligman a été vertement attaqué. Moi, au tout début, à l'époque où j'écrivais Libérer votre cerveau, je l'attaquais aussi, hein, mais j'étais pas au courant qu'il avait publié cet excellent bouquin par ailleurs, et qui sait, je suis personne pour juger, attention, hein, mais selon moi, à mon âme et conscience, ce travail pardonne le reste. Mais c'est vrai que quand on a vu d'une part Guantanamo, d'autre part Abu Ghraib, les méthodes dites d'interrogatoire renforcé, j'aime bien ces euphémismes, hein, c'est comme, je parlais du Louvre, j'adore le Louvre, vous savez, il y a les noces de Cana au Louvre, superbe toile. Si vous parlez à un historien de l'art français, il va vous dire qu'elle a été prélevée. Prélevée, c'est l'euphémisme pour voler, d'accord? Elle a été volée à Venise. Autant la Joconde, elle n'a pas été volée, elle a été achetée, très bien, on a même le reçu et tout, mais les noces de Cana, elles ont été totalement volées, pas prélevées. Mais utiliser ce genre de terme, ça m'a toujours fait marrer. Bah, interrogatoire renforcé, quand en fait vous torturez quelqu'un, ça aussi, bon, on ne devrait pas en rire, mais l'humour et la politesse du désespoir. Donc oui, le paradigme de l'impuissance apprise, il est né dans des considérations qui, en plus, s'intéressaient pas seulement, en effet, à l'individu, mais aux populations entières, avec les questions du nudge, avec les questions, en effet, même avant Seligman, on avait des penseurs qui disaient la condition de la paix sociale, c'est que les pauvres soient élevés dans la conscience de leur impuissance. Voilà. Donc vraiment, on a quelque chose de très marquant là-dedans. Donc la réponse est oui, sans ambiguïté. Oui. Alors, tout d'abord, merci. Merci. Augmenté, toujours aussi intéressant. De l'impuissance apprise à l'optimisme appris. Lorsqu'on maîtrise tout ça, et que vous parlez Non, il faut me tutoyer, c'est bon, pas de problème. des sportifs, Mhm. est-ce que c'est pas une arme, justement, une fois qu'on maîtrise ça, que ce soit dans le travail, dans le sport?
Je pense notamment quand tu parlais de Bannister, mais Usain Bolt, quand il relâche l'effort à 30 mètres de la fin, ça Mmh. veut dire: «Vous ne parviendrez jamais à me battre». Mmh. Et là, récemment, c'est, Duplantis, le perchiste, Ouais. qui commence ses premiers sauts à 5,75, les autres commencent à 5,45 Mmh. et tous, on les voit, ils sont, Ils comprennent pas, c'est est-ce que même dans le travail aussi, mmh. si on va plus loin, Ah bah, maîtriser tout ça, tu peux pas justement la fameuse attitude de de Mohamed Ali qui disait, «Si tu me bats en rêve, tu me demandes pardon en te réveillant». C'est vraiment le et en plus, c'est marrant parce que Mohamed Ali, il était diagnostiqué dyslexique et à l'époque, un diagnostic de dyslexie dans l'armée américaine, c'était équivalent à un diagnostic de bêtise en quelque sorte. Parce que les tests étaient écrits, on savait pas trop faire la différence, ce qui fait que Mohamed Ali a été présenté par l'armée américaine comme un idiot, comme ayant un QI de l'ordre de 80 et cetera. Alors que bon, c'était quelqu'un de prodigieusement intelligent. Il était d'ailleurs tellement intelligent qu'il est allé négocier des otages à Saddam Hussein, meilleur que les meilleurs diplomates américains. Donc en effet, d'ailleurs, toute sa vie à Mohamed Ali, ça a été une lutte pour s'affirmer sa propre intelligence, comme Malcolm X, comme tant d'autres. Donc oui, c'est une arme, mais il faut plutôt le voir comme un instrument de libération. Et on peut libérer les autres surtout. Parce que vraiment, l'héritage d'Idriss Shah de dire tout le monde devrait connaître, devrait avoir, quand on parle de lapsus freudien, c'est passé dans la culture populaire, c'est génial. Quand c'est passé dans la culture, ça y est. Parce que la culture, c'est le meilleur moyen de transmission. Donc quand c'est passé dans la culture, quand le mot même est là, c'est parfait. Et toutes les expériences que je vous ai montrées, évidemment, j'aimerais qu'elles passent dans la culture. Donc ça, c'est un instrument de libération. Or aujourd'hui, bon, cette conférence, bien sûr, sera publiée sur ma chaîne. Donc je vous remercie d'avoir payé pour l'organiser, parce qu'il faut une salle et tout, donc encore merci à vous. Mais si vous voulez, enfin, vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de tout, mais l'avantage aujourd'hui, c'est que avec les large language models, ChatGPT, etc., vous n'avez même plus besoin de vous rappeler du nom de l'expérience, vous n'avez plus besoin de vous rappeler de la date. Vous pouvez taper dans le ChatGPT, je me rappelle vaguement d'une expérience avec des rats qui fait ça, retrouve-moi la référence. Et ça va vous la retrouver, mieux que Google. Donc, vous n'avez même plus besoin de retenir en fait tout, juste de dire, je me rappelle vaguement d'un gars qui m'a parlé de telle ou telle expérience, retrouve-moi la source avec la date. Et ça va vous la retrouver direct. Donc, on n'a jamais eu autant de moyens de diffuser ces connaissances, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'en peu de temps, si on se débrouille bien, en tout cas, elles devraient être apprises à l'école. Ça, c'est clair et net. Le veut-on, encore une fois, mais elles devraient être apprises à l'école parce que la condition d'une démocratie, c'est d'avoir un peuple libre et éduqué. Eh bien, un peuple qui est éduqué en matière de psychologie, en matière de ses propres biais, est un peuple qui ne peut qu'être libre. Ouais. Au niveau des études que tu as fait sur le cerveau, donc tout ce que tu as abordé ici, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Est-ce que tu connais des organismes qui ont poussé l'étude au niveau de la conscience? Parce que le cerveau est un émetteur récepteur. Est-ce qu'il y a des organismes qui s'occupent de ça en dehors du cerveau, au niveau Ah, de l'esprit? alors, en fait, c'est comme toujours. Là, ça rentrerait dans des considérations très longues. Mais il y a eu beaucoup de neuroscientifiques qui ont fait des découvertes majeures, qui étaient des ésotéristes. Bon, pour être loyal, je vais vous dire qu'il y en a eu aussi beaucoup, ou pas mal en tout cas, qui étaient aussi complètement matérialistes, voire athées, hein. Mais souvent, on oppose les deux. Alors, vous savez qu'il y a tout un tas de chercheurs qui étaient... Newton se faisait passer pour alchimiste. Newton, quand on lui demandait ce qu'il était, il disait pas qu'il était physicien ou mathématicien, ce qu'il était indubitablement. Il disait je suis alchimiste. En l'occurrence, l'inventeur de l'électroencéphalogramme l'a créé parce qu'il pensait démontrer la télépathie. C'est vraiment, factuellement, le type qui a inventé l'EEG, qui est encore utilisé aujourd'hui pour démontrer ou pas si un patient est en état de mort cérébrale, électroencéphalogramme plat. Eh bien, le type qui a inventé ça, en fait, il voulait démontrer la télépathie. En neurosciences, vous avez des chercheurs comme Francisco Varela, qui étaient bouddhistes, et qui du coup ont imposé un terme, qui est le terme consacré en sciences, qui est les corrélats neuronaux de la conscience. On ne dit pas les bases neuronales de la conscience, on dit les corrélats neuronaux de la conscience. Certains neuroscientifiques ne sont pas d'accord avec cette appellation, ils disent non, non, ce sont les bases neuronales, parce qu'en dehors du neurone, il n'y a rien d'autre. Enfin, du neurone, des cellules gliales, etc. En fait, je me rappelle à l'époque où j'étais éditorialiste au Point, j'avais fait un sujet sur la possibilité qu'il y ait du calcul quantique dans le cerveau. Alors là, on voit vraiment les différents niveaux d'ouverture d'esprit. En France, je me suis fait attaquer de partout là-dessus. C'est pseudo-scientifique, c'est n'importe quoi, c'est bullshit. Pourtant, j'avais cité de vrais labos qui bossaient dessus, financés par le contribuable, pas français, mais japonais. Au Riken Institute, il y avait des chercheurs qui travaillaient sur la possibilité qu'il y ait du calcul quantique dans le cerveau. Et il y en avait aussi aux États-Unis.
Parce que c'était une hypothèse qui avait été amenée par Roger Penrose, Sir Roger Penrose, mind you, prix Nobel. Alors certes, il y a des prix Nobel qui ont pu dire des conneries, ça dispense pas. Il y avait aussi Brian Josephson, grand prix Nobel de physique pour la jonction Josephson, semi-conducteur, qui avait fait des théories en sciences cognitives qui ont été très critiquées et qui aujourd'hui redeviennent davantage crédibles. Il a été admis cette année que la possibilité qu'il y ait du calcul quantique dans le cerveau est très crédible scientifique. C'est considéré comme très crédible. L'approche de Roger Penrose, c'était de dire peut-être que les microtubules, parce que les cellules ont un squelette. D'accord, les cellules, normalement, une cellule sans squelette, c'est rond. C'est tout rond, c'est une bulle de savon. Les neurones sont les cellules parmi les cellules les plus déformées du corps. Elles sont en forme d'étoile. Vu du ciel, c'est comme un chapiteau de cirque. Ok, un neurone ressemble à un chapiteau. Et un chapiteau, c'est quoi? C'est une toile tendue par des câbles. Eh ben, les neurones sont tendus par des câbles. Vous avez notamment les microtubules. Vous avez aussi les filaments d'actine, plein d'autres choses. Mais ce sont des cellules très asymétriques, qui doivent d'ailleurs pousser asymétriquement, parce que quand un neurone envoie un axone, bah, il envoie un bout de sa cellule qui part c'est le plus asymétrique de tout le corps humain. Ça nécessite un cytosquelette, un squelette cellulaire très compliqué. Et ben Penrose disait, ce cytosquelette m'a l'air d'être parfaitement adapté au calcul quantique. Mais évidemment, quand on est histologiste, spécialiste des tissus, on se dit, mais c'est qu'un squelette, ce truc-là. On l'a appelé cytosquelette d'ailleurs, et c'est ça l'erreur des mots en science. Par exemple, les cellules qui ne sont pas les neurones dans le cerveau, on les appelait la glie, pour dire que c'était de la glu. Alors, en fait, c'est pas du tout que ça. On disait que c'est de la glu, parce que quand des souris étaient génétiquement modifiées pour avoir ces cellules déficientes, si vous tapez sur la table, elles meurent. Parce que ça agite tellement leurs neurones, vous avez la pauvre souris qui est là, vous faites ça, boum, elle meurt. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Parce que dans la nature, il n'y a quasiment rien qui est monofonctionnel. C'est nous qui sommes, c'est le Corbusier, c'est l'architecture toute carrée, on est monofonctionnel. Mais la nature fait jamais ça. Jamais. Et encore, même le Corbusier, il y avait le plan dynamique, on pouvait éventuellement refaire le même plan. Mais dans la nature, il n'y a aucun organe qui sert qu'à une seule chose. Et donc, que les microtubules et le cytosquelette ne servent que à ça, certains visionnaires l'avaient envisagé, ils ont été taxés de folie ou de ridicule pendant 20 ans, et puis au final, aujourd'hui, c'est une hypothèse crédible. Y a-t-il un lien lequel entre l'impuissance apprise et la créativité? Parce qu'on a beaucoup de choses. Alors, c'est une très très bonne question. Donc, je répète pour l'enregistrement, y a-t-il un lien entre l'impuissance apprise et la créativité? Vous avez eu pas mal d'expériences, vous savez, sur toute la question think out of the box, etc. En gros, alors, j'avais un exemple que j'ai pas mis, mais je vais vous donner celui-là en particulier. Il est dans une autre de mes conférences. C'est pour ça que je l'ai pas mis là, comme je voulais qu'elle soit majoritairement nouvelle. Ça s'appelle l'effet de surjustification. On demande à des gens de résoudre un test de créativité. On leur donne une boîte de punaises, une bougie et des allumettes. Et il faut qu'ils trouvent une méthode pour que la bougie soit allumée et consumée sans qu'il y ait une goutte de cire qui tombe sur la table ou sur le sol. Alors, je vous donne la réponse à ce test. En soi, il n'est pas très important. Il faut vider les punaises de la boîte, mettre la bougie dans la boîte et punaiser la boîte au mur. Et dans ce cas-là, quand la bougie va fondre, la cire va rester dans la boîte. OK. Et bien là, on mesure si les gens performent mieux à ce test selon qu'ils sont payés ou pas. Donc imaginez, on prend toute cette salle, on la coupe en deux, on dit que tous les gens qui sont là, s'ils résolvent le test, ils gagnent 100 $, et on dit que tous les gens qui sont là, s'ils résolvent le test, ils gagnent une poignée de main. Et ben c'est le groupe de la poignée de main qui performe mieux. Parce que, et ça s'appelle donc l'effet de surjustification, quand on donne une récompense à quelqu'un, en fait on le stabilise sur un comportement qui a été révisé. Or la créativité, ça ne se révise pas. Donc, quand on donne 100 $ aux gens, leur cerveau se met en mode, même subconsciemment, je l'ai déjà vu en classe. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Donc moins créatif. Par la force des choses, moins créatif. Quand vous donnez que la poignée de main, le cerveau ne se conditionne pas. C'est de la dopamine au passage. 100 balles, c'est de la dopamine. Le cerveau ne se conditionne pas en c'est quelque chose que j'ai déjà vu en classe. Donc les gens performent mieux. Et c'est une tâche de créativité. Alors certes, c'est pas de l'artistique, hein, mais c'est une tâche où il faut être créatif, innovant, inattendu. Donc si vous cherchez le nom en psychologie, maintenant c'est complètement confirmé, c'est un phénomène connu en psychologie, ça s'appelle l'effet de surjustification. Vous donnez les 100 balles, ça surjustifie, et ça fait que les gens sont moins performants en créativité. C'est une forme d'impuissance apprise. Je vous en prie, ouais. Je crois que tu l'as dit toi-même que ça fait de nombreuses années que l'étoile n'a pas évolué. Et on voit, enfin, autour de moi, je vois que j'ai des amis qui cofondent leurs propres écoles d'enseignement supérieur où
On voit même l'exemple d'Elon Musk qui a créé son école. Est-ce que ça serait la solution, en fait, que chacun crée son école par rapport à ce qu'il pense être le meilleur pour la future génération? Alors, pas chacun, mais bon, je répète la question pour l'enregistrement. Donc, est-ce que, en effet, on voit que beaucoup de gens créent des écoles privées ou des écoles spontanées? Est-ce que ça serait la solution? Sans ambiguïté, la réponse est oui, puisque c'est exactement ce qu'a fait la Suède, mais d'une certaine manière. La Suède est un pays très égalitaire, à gauche de base. Bon, pendant la guerre, c'était différent, mais après la guerre, c'est vraiment un pays qui est resté centre-gauche longtemps. Et la Suède a créé en fait des coupons payés par le contribuable et a encouragé les gens à créer des coopératives éducatives validées par l'État quand même, qu'on parte pas non plus dans tous les sens. Et ça a superbement bien marché. C'était en gros comme les tickets restaurants. Pourquoi la Suède a pu le faire? Je vais vous donner une seule réponse, parce qu'elle n'a pas eu d'empire colonial. Et que la question, je ne vais pas tout ramener au colonialisme, je parle juste de structure. Le système éducatif français avait un rôle caché qui n'avait rien à voir avec l'éducation, qui était l'unité nationale. Et même au-delà du colonialisme, puisqu'il y avait les Basques, les Corses, les Bretons, les Auvergnats. Donc, il y avait ce rôle que l'État devait contrôler, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un séparatisme. D'ailleurs, aujourd'hui, la loi française qui interdit quasiment de fait l'école à la maison, elle est dans quel paquet? Le paquet loi contre le séparatisme. Donc la question de l'éducation, en France, a toujours été intrinsèquement liée au séparatisme, pas en Suisse. Pourtant, en Suisse, ils ont 4 langues différentes. Français, italien, allemand, romanche. Donc le séparatisme, il y a 4 opportunités de séparatisme. Ça leur effleure pas l'esprit. Et ils n'ont pas de ministère de l'Éducation nationale parce que c'est une prérogative cantonale, parce que le besoin de centraliser l'éducation ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas de risque que le Tessin fasse sécession demain. En France, que la Corse fasse sécession, que le Pays Basque fasse sécession, que la Bretagne fasse sécession, que la Nouvelle-Calédonie, pardon, que Cayenne, etc., fasse sécession. Oui, c'est risqué. Bien sûr que oui. Donc l'éducation doit être contrôlée. Donc, en Suède, ça a très bien marché. En France, ce genre de loi ne passera jamais. Et vous pouvez être absolument sûr que ce qu'on invoquera, ce sera la fameuse école de la République, qui est un terme face auquel vous ne pouvez plus rien dire. Vous ne pouvez pas dire, mais l'école de la République, très bien, mais pourquoi elle a ses tests PISA? Elle est censée élever le niveau de tous. Pourquoi elle crée des médailles Fields? Et par ailleurs, elle est une des plus mauvaises d'Europe avec les moyens qu'on a et la tradition éducative qu'on a. Enfin, la France, c'est pas un pays qui a une tradition éducative qu'elle vient de découvrir. On a parmi les meilleurs pédagogues dans le sens noble du terme, pas dans le sens politique. On a parmi les meilleurs menteurs, parmi les meilleurs. Enfin, c'est le Collège de France, Guillaume Budet, etc. Mais c'est un enjeu politique. Et l'immense majorité des gens ne le sait pas, ne comprend pas que la structure d'éducation nationale française a coévolué avec des besoins qui n'avaient rien à voir avec l'éducation et qui empêchent ce genre de Alors, très bonne. Donc, je repose la question. Je crois que vous êtes quand même loin de mon micro-cravate. Donc, quel lien entre l'optimisme appris et la gestion de ses émotions? Eh ben, en fait, c'est dans Seligman. En particulier, donc voilà, entraîner les sujets à analyser leurs échecs, ça c'est de la thérapie cognitive et comportementale. Donc être capable de verbaliser ses émotions, de les décrire. Vous voyez le cas, si vous prenez le cas de Seligman, où là c'est pas les émotions, on va voir qu'on peut faire la même chose pour les émotions. Analyser les échecs comme précis, spécifique, temporaire et jamais personnel. Donc ça veut dire, on voit un échec et comme je vous ai dit, ça devient, c'est pas j'ai échoué à l'examen de maths, c'est 7 sous-questions sur les fonctions et les mal passées parce que ce domaine-là, j'ai eu du mal, etc. Et même si c'est tout l'examen, c'était que à ces dates précises, je ferai mieux la prochaine fois, c'est pas à cause de mon QI ou quoi que ce soit. On peut faire pareil avec les émotions. Pourquoi j'étais en colère? Disséquer, analyser, verbaliser. Être le plus détaillé possible, nuancé possible. En fait, on se fait dominer par nos émotions quand on n'arrive pas à les mettre dans un filet descriptif. Quand on arrive à complètement décrire nos émotions, en particulier l'onset, le début, d'un coup de colère, etc. Quand on arrive à impeccablement décrire nos émotions, comment elles commencent, comment elles terminent, comment elles le début, fin, milieu, quoi, et comment elles se manifestent, on les contrôle d'autant mieux. Donc, c'est ce niveau de nuance, souvent verbal, hein, bien sûr, mais ça peut être langage des signes, ou ça peut être artistique, ça peut être du dessin. Enfin, on prend le cas verbal parce que c'est ce qui semble le plus simple et le plus évident, mais ça peut très bien être dessiner vos émotions, que sais-je. Mais plus on est capable de mettre un filet descriptif sur nos émotions, moins elles nous contrôlent. Et c'est tout à fait comparable au paradigme de l'optimisme appris. Ouais. Moi, j'ai une question concernant l'otage qui était resté donc 5 ans
qui s'imaginait donc dans une ferme, je me pose la question de comment il a réussi à segmenter, parce que s'il s'imaginait toujours dans une ferme, etc., il devait partir dans une forme de folie. Donc comment est-ce qu'il a réussi à maîtriser entre guillemets son cerveau entre le côté je fais ma vie dans la ferme à son dans les deux formes de folie et rester dans le réel. Alors Jung disait que selon lui, c'était encore un peu primitif, même si Jung est un vrai grand-père fondateur de la psychologie moderne, mais selon lui, toute pathologie, toute psychopathologie vient d'une tentative d'éviter une douleur qui peut devenir donc, qui peut pourrir, quoi. Et en fait, selon moi, là vraiment c'est que mon opinion, parce que j'ai pas suffisamment lu Shishipyo, je vous montre le cas, mais je l'ai pas suffisamment lu pour répondre exactement avec ces mots à lui à votre question. Mais selon moi, la nuance, c'est que c'était pas un mécanisme de protection pathologique. Il essayait pas de fuir une douleur. Il essayait juste de remplir. Il n'évoquait même pas la douleur en fait. C'était pas. Il essayait de fuir une douleur. Il remplissait comme un anticyclone. Si vous voulez, il remplissait sa tête de choses positives. C'est tout. Donc des souvenirs positifs, mais qui auraient pu en effet devenir dissociatifs ou bien prendre le dessus sur son réel. Et vraiment, selon moi, c'est parce qu'il ne faisait pas ça pour échapper à une douleur, même si de facto aussi, le résultat final, c'était qu'il échappait à la douleur, qu'il ne la vivait pas. Mais en fait, il n'y échappait pas. Elle n'existait même pas pour lui. Ce qui est une nuance très subtile. C'est pas, il fait ça comme mécanisme défensif, en effet, face à une douleur qui est factuelle, il a une menotte au poignet, il fait 40 degrés, il a mal au dos, il va passer 5 ans comme ça. Rien que 40 jours comme ça, les gens pètent les plombs. Il a passé 5 ans comme ça. Il a juste avant que sa tête puisse se remplir de saloperies, il l'a remplie préventivement de choses tellement positives et lumineuses qu'il n'y avait plus de place pour le reste. Et en effet, c'est remarquable comme étude de cas. Donc, C'est comme la philosophie, enfin, l'image des deux loups, on donne. lequel on nourrit, ouais. Eh ben oui, en effet, là, il aurait pu nourrir, et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec un de ses collègues. Oui. Et de lui, c'est-à-dire qu'il n'a rien analysé, il ne s'est pas senti, là, je suis dans une pièce depuis 5 ans. Il n'a pas fait ça. Ça veut dire qu'il a tout bloqué, il a rempli toute sa tête avec tout ce positif. Ouais, lui, en l'occurrence, on est quasiment certain, après, le doute peut toujours subsister, que c'était pas, par exemple, un agent de la CIA. Si ça avait été un type qui avait été entraîné, il aurait réagi comme vous dites. Il serait dit, j'analyse. Parce que si vous êtes dans une situation de serré, donc survival, evasion, etc., j'ai oublié le R, enfin, c'est l'acronyme de survie, évasion, quand vous êtes pris en otage. Donc, ça s'appelle le serré, c'est un entraînement militaire qui peut être aussi dispensé à des agents. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous ne pouvez pas forcément vous mettre dans un état de béatitude comme Shishipyo, parce que vous êtes censé rester alerte à une opportunité, à la possibilité de tuer les gens qui vous ont capturé, etc. Donc, ce faisant, vous ne pouvez pas être complètement rempli d'une sorte de béatitude méditative où vous imaginez que vous êtes en train de traire une vache, etc. Et c'est ce qui, bon, à part le fait, bien sûr, rien n'a été révélé, il aurait tout à fait pu être révélé plus tard qu'il était agent. Je veux dire, le mec, il est à la retraite, ça n'a pas été fait. Donc, on a toutes les raisons de penser que ce type était un civil, 100% civil. Et qu'il a donc agi de cette façon-là, de façon spontanée, sans avoir à faire la compétition entre l'analyse du monde externe, tel qu'il est, et le fait de se remplir de béatitude volontaire. Ouais. Une dernière question? Ouais. Est-ce qu'on a des cas de guérison avec l'optimisme actif? Et je fais référence à l'expérience des laboratoires qui auraient en fait des résultats des rats. La position du soignant dans la guérison d'un patient, est-ce qu'il n'a pas tout intérêt à essayer d'utiliser justement cette optimisme appris? Alors, c'est une très bonne question. Pareil, je la repose. Est-ce qu'on n'a pas des cas d'optimisme appris dans la guérison? Ça ne s'appelle pas optimisme appris, ça s'appelle l'effet placebo. Et c'est un effet très documenté qui est complètement sous-estimé, qui est de façon choquante en fait, parce que nous, on le voit comme un artefact dans les études. On le voit comme un problème, l'effet placebo. Enfin, si vous vous rendez compte, l'effet placebo a une connotation négative. C'est complètement faux. On devrait... Mais alors, les études sur l'effet... pardon.
En supposant que c'est un placebo de base, en effet, on pouvait se poser cette question. Après, vous avez la question du cadre législatif, qui est un autre problème. Et cela dit, l'attitude du médecin va dépendre de ça. Parce que on a énormément de médecins pardon, qui vont être pessimistes. Pas par nature, par usage professionnel. C'est-à-dire, je m'en veux, ou vous devriez vous en vouloir, chers confrères, d'avoir donné de faux espoirs aux patients. Donc, vous avez la pression des pairs, en France de l'ordre, mais la pression des pairs en général, qui est, il est antiprofessionnel de donner de faux espoirs aux patients. Donc, vous allez dire aux patients, vous ne remarcherez jamais. Rappelez-vous Bear Grylls, le type qui a fait cette émission Man vs Wild, on lui avait dit qu'il marcherait jamais. C'est un des nombreux gars à qui on avait dit qu'il marcherait jamais. Et je serais prêt à parier que le médecin se disait, vous avez une vraie chance de remarcher. Mais je ne veux pas vous dire ça. Parce que ce serait vous donner un faux espoir et c'est découragé par les usages professionnels. Je pense que c'est une connerie et que ça devrait être revisité en faisant la part des choses, bien sûr. Parce que oui, donner complètement des faux espoirs, c'est du charlatanisme. Oui, mais il faudrait faire bien mieux la part des choses et bien mieux déplacer le curseur parce que l'effet placebo est sous-estimé et est vu comme un problème aujourd'hui, alors qu'en fait, il est tout à fait utile. Et alors, je ne parle même pas dans des situations de pandémie ou dans des situations de prisonniers de guerre, etc., où on sait, dans les camps de concentration, ça a été totalement vu, que des cas où des prisonniers de camps de concentration s'étaient groupés de façon à être positifs, à évoquer, etc., leur guérison imminente alors qu'ils avaient le typhus ou que sais-je, ont donné de meilleurs résultats. On le sait. Et c'est documenté, vraiment, c'est littéralement des milliers d'études scientifiques à comité de lecture qui le démontrent. Donc oui, en effet, et ce n'est pas assez, selon moi, consacré dans les usages classiques de la médecine. Alors, comment on se reprogramme? Ah là, c'est pas. Je vous ai donné. Écoutez, je vais reprendre la citation d'Idriss Shah. Vous avez des clous, du fil, du cuir et des aiguilles. Faites-vous une paire de bottes. Mais je ne peux pas la faire à votre place. Donc moi, je vous ai donné une culture générale sur tout ça. Méditez là-dessus, revoyez cette conf, réfléchissez, mais c'est à vous de répondre à cette question. Moi, j'ai un exemple avec j'ai mon fils qui a 17 ans aujourd'hui, mais qui a eu toujours du mal à prendre la parole quand il fallait faire les exposés, etc. Mhm. Et puis, il fait son bac de français, son oral blanc, là, il y a quelques mois. Et le jury, enfin, l'examinateur lui dit, et donc, c'est bien, vous avez une très bonne éloquence. Là, il a passé son bac. Et je dis, ça, t'as pas trop le travail? Non, non, j'ai une super éloquence. Alors, il se trouve que je donne des cours de prise de parole publique et qu'un des premiers trucs que je mets dans mes cours, c'est que les plus grands orateurs de l'histoire et les plus grandes oratrices ont construit sur leurs défauts. Vous prenez Jane Goodall, par exemple, elle était terrifiée, petite, et elle s'est rendue compte, en fait, qu'elle fait un truc, toute petite qu'elle soit, elle doit faire littéralement la moitié de mon poids à la balance, hein. Elle est plus courageuse que moi. Moi, jamais vous me laissez seul dans une pièce avec un chimpanzé. Non, un chimpanzé, c'est très dangereux comme animal. C'est très dangereux. C'est plus dangereux d'être avec un chimpanzé qu'avec un pitbull. Pour de vrai. Le chimpanzé peut bouffer un pitbull. Un chimpanzé sous adrénaline a une masse musculaire supérieure à celle du pitbull. Et il est plus dangereux. Et il est plus intelligent. Un chimpanzé, c'est un animal qui peut être très dangereux. C'est pas pour rien qu'on travaille pas n'importe comment avec. Vous avez le cas d'un chimpanzé qui a été... ses propriétaires l'avaient mis sous Xanax en plus les idiots. Et il a dévoré le visage de quelqu'un. Donc, Jane Goodall s'est rendu compte que malgré sa taille, etc., et ses inhibitions, elle était plus courageuse qu'un Mike Tyson ou qu'un George Foreman. Elle a eu le déclic. Et c'est là que dans ses conférences, où elle est toujours timide, etc., mais elle a construit dessus. Et quand elle a des moments de timidité, elle se met à imiter le chimpanzé mâle. Elle se rend compte que ça la libère. Samuel L. Jackson, en termes de bankabilité, c'est plus de 2 milliards. Hein. C'est-à-dire que ses films ont rapporté plus de 2 milliards de dollars. On est quand même sur un acteur sérieux. Eh bien, Samuel L. Jackson, il est bègue. Il est bègue. Il s'est rendu compte, comme souvent, parce qu'en fait, on sait dans le cerveau que les insultes sont portées par d'autres réseaux. C'est pour ça qu'on a Gilles de la Tourette, etc. Et donc, il s'est rendu compte que quand il disait « motherfucker », il bégayait plus. Et donc, c'est pour ça qu'il le dit. Et d'ailleurs, même dans la rue, des gens qui lui demandent des autographes disent « Ah oui, il était tout gentil, il est venu nous voir, you motherfuckers want autographs ». On parle pas comme ça aux gens. Mais en fait, c'est parce que le type, il est tout humble et tout penaud, et il est bègue et il veut pas trop que ça se voie. Et ça sort.
Et c'est connu, hein, même quand vous voyez le discours d'un roi, alors certes, l'orthophoniste était controversé, Lionel Logg, mais il s'était bien rendu compte, et les orthophonistes le savaient, que quand on avait un bégaiement, un des premiers moyens, c'était de demander à la personne de lancer des grosses insultes, les plus graveleuses possibles, parce qu'il faut qu'elle passe par le circuit de la tourette, si vous voulez, pour simplifier. Donc oui, les plus grands, mais pareil pour Churchill, il avait un problème à la langue. Il avait un problème de prononciation, Churchill. Humphrey Bogart, un des plus grands acteurs de tous les temps, il zézayait. Il avait un lisp. Donc bon, et Jules César, il avait une voix très efféminée. Vous allez diriger 10 légions en ayant une voix de femme, et vos ennemis disent vous êtes l'homme de toutes les femmes, mais la femme de tous les hommes. C'est ce que disaient les ennemis de César à l'époque. Parce que l'homosexualité à Rome, c'était très compliqué. Elle était tolérée, mais il fallait surtout pas être le receveur. Enfin, sinon, ça veut dire que vous étiez client. C'est parce que la relation romaine, c'est patron-client, dominant-dominé. C'est tout le problème de la société romaine. Bah, César, c'était considéré comme un complexe d'infériorité pour lui. Pourtant, c'est le plus grand orateur de Rome avec Cicéron. Donc, tous les grands orateurs ont construit sur leurs défauts. Et très souvent, je vois des orateurs qui ont tout pour eux génétiquement, qui sont nuls. Une voix de basse, ils se tiennent très bien, présentent très bien aussi, sont nuls. Zéro effort. Et au contraire, des mecs comme Churchill, etc., ou comme Jane Goodall. Donc oui, en fait, c'est ça l'antifragilité. Mais on en parlera dans une autre conf.